C'est pas parce que j'ai voté non que je suis une traîtresse à la nation québécoise. Moi, c'est ça ma crainte. Parce que ce discours-là de l'après, de comment on va gérer les personnes qui n'étaient pas d'accord, on nous le dit pas. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Je sais, il y en a de plus en plus, je ne comprends pas pourquoi, qui vont me reprocher d'inviter une collègue. Hein. Des fois, le monde qui pense que c'est facile de booker du monde que je connais dans mon entourage. Yasmine Abdel-Fadel, bonjour. Bonjour, Rémi. On travaille pas tellement ensemble. On se croise. On se croise. C'est ça. Puis c'est pas mal la première fois qu'on va se parler plus que 10 minutes. Il fallait trouver ce moment-là, puis c'est aujourd'hui. OK, non, mais parce que je le précise, parce qu'il y a vraiment du monde qui pense que j'arrive au 45 Frontenac, puis que je prends du monde comme ça, je leur dis, toi, tu viens, toi, tu viens, toi, tu viens. Mais, tu sais, c'est une grosse machine, là. C'est beaucoup de monde, du monde qui pense différemment, mais c'est ça. Il y a comme un esprit d'équipe dans ces couloirs-là, que c'est quand même intéressant de voir que on se voit, on se croise, on se salue, mais de s'asseoir et d'avoir une jasette, là, pas toujours le temps. On va le prendre quand il le faut. Comment tu as commencé à faire ça, ce métier-là? Écoute, ça remonte à la pandémie, puis je dirais même un peu avant. C'est que j'étais attachée de presse au gouvernement du Québec sous les gouvernements libéraux. J'avais beaucoup de relations, évidemment, quand on est attaché de presse avec les journalistes de la colline parlementaire, dont Antoine Robitaille. Et là, il y a eu la pandémie, on était tous enfermés chez nous, les différents points de presse de Horacio Arruda et du premier ministre. Là, évidemment, me venaient des questions à l'esprit et dans le temps, Facebook était bien à la mode. J'écrivais un petit statut. Ouais, moi, j'aurais posé cette question. Je me demande pourquoi ils disent ça. C'est contradictoire avec ça. Puis Antoine Robitaille, il m'a dit, hey, pourquoi tu viens pas le dire à la haut sur la colline de mon émission? Je suis comme, avec plaisir. Écoute, il n'y a rien d'autre à faire pendant la pandémie. Ça a commencé comme ça. 1 fois, 2 fois, 3 fois avec Antoine Robitaille. Pour ensuite, il y avait Claude Villeneuve, qui est maintenant, qui était chef de l'opposition à Québec, qui était parti en congé. Il était analyste politique, chroniqueur dans l'émission de Richard Martineau à Cube. Et il y a eu son bébé. Il partait en congé de paternité et on m'a appelé à Cube pour dire « Hey, veux-tu le remplacer pendant 6 semaines de temps? » Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis, est-ce que tu voulais faire ça ou c'est arrivé vraiment par accident? C'est vraiment par accident. J'ai jamais essayé de faire ça, jamais approché personne. Même chose à la télé. Un jour, on m'a appelé pour me dire « Hey, ça tenterait-tu le bilan? » OK. Je savais pas si j'allais être rebookée et c'est parti comme ça. Ça a toujours été des coïncidences. OK. Moi, il y a un truc là, que j'entends souvent de la part des femmes qui sont dans l'espace public et je vais surprendre les gens parce que je les crois et je sais qu'elles ont raison là-dessus, mais je veux que tu nous donnes, si tu es d'accord, évidemment, avec... Je pense que tu sais déjà ce que je m'en vais dire. Non, même pas. Même pas. Apparemment qu'être une femme dans l'espace public, c'est plus difficile. C'est-à-dire que, mettons dans les médias, on reçoit beaucoup de critiques comme les gars reçoivent des critiques, mais c'est pas exactement les mêmes critiques. Peux-tu nous raconter ton expérience, toi, de ce point de vue-là? On reçoit des critiques autant que les hommes, mais dans la qualité. Je sais pas si j'appellerais ça de la qualité un peu différente. Tu sais, les visages boursouflés, la prise du poids, les cheveux qui ressemblent à rien. As-tu pris du poids, Yasmine? Écoute, oui, comme tout le monde. Et surtout, moi, j'ai vécu une grossesse à la télé. J'étais enceinte où je faisais la joute. D'ailleurs, j'ai eu mes contractions 1 heure après avoir terminé la joute. Je dois le rappeler. Ah ouais! Et donc, le monde voit juste notre visage et juge beaucoup notre visage. Puis évidemment, une femme qui va à la télé, c'est pas comme un homme pourrait porter le même veston, la même chemise blanche. Personne ne porterait attention à ça. Une femme ne peut pas porter le même veston rose ou rouge dans la même semaine. Il y a une réalité et il faut juste l'accepter puis passer à autre chose parce qu'on ne changera pas le monde. OK, mais mettons, au-delà du physique ou en deçà, là, tu choisis, mais il y a aussi la question de, mettons, quelqu'un n'est pas d'accord avec toi. Moi, mettons, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, c'est
hostie de Rémi Villemur, il parle tout le temps rien que de la souveraineté. Hey, tu t'es trompé. Mais toi, c'est pas ça que tu te fais dire, d'après moi. Non, moi, c'est un peu plus virulent. Moi, c'est que je suis une anti-québécoise. C'est pour certains le fait, ma confession et visiblement explique tous les désaccords que je peux avoir avec cette personne-là. Le fait que je sois une immigrante, visiblement, gosse bien du monde. Mais une femme, prenons juste le côté femme pour commencer, parce que là, ça, c'est comme une couche supplémentaire, peut-être. Ah oui, mais moi, je me suis déjà fait dire que mon père et mon mari ne m'ont pas assez battue. C'est pour ça que j'ai les idées que j'ai. Est-ce qu'ils t'ont assez battu, Yasmine? C'est tellement niaiseux. Qu'ils essaient. Qu'ils essaient. Mais oui, ça vient aussi avec... c'est des insultes qui dépassent l'idée. Moi, qu'on ne soit pas d'accord avec moi, j'ai aucun problème. En fait, j'adore le fait de pouvoir débattre avec des personnes qui ne pensent pas la même chose que moi. Je trouve que c'est la beauté de notre société, de pouvoir débattre, de pouvoir être complètement en désaccord les uns avec les autres. C'est ce que je vis d'ailleurs à la joute, d'ailleurs avec des collègues. Ça peut être costaud, on débat fort. Mais tu sais quoi? Je les vois pas comme des adversaires. Je les vois certainement pas comme des ennemis, encore moins des ennemis qui doivent disparaître. Certaines personnes à qui mes idées dérangent, ben eux, ils voudraient que je disparaisse. Mais non. OK, parlons du débat, justement, parce que je l'ai trop dit ici, je vais le répéter. C'est la dernière fois que je le dis, OK? Dernière fois que je le dis. Dans l'espace public, parmi tous les joueurs, les médias, je trouve qu'à Québécois, il y a quelque chose qui ressemble au débat. Ailleurs, c'est un peu moins évident. Je suis d'accord. Honnêtement, là, des fois, je regarde à Radio-Canada, ils créent des panels, puis là, tu fais « Wow, c'est le mieux que vous avez été capable de... » Tu sais, avec toutes les ressources, tous les moyens que vous avez, ça, c'était vraiment... Le débat est en péril, non? Dans la société d'aujourd'hui? Le débat, la nuance, le droit à la dissidence, le fait de dire juste, tu sais, c'est pas en tant que X ou en tant qu'être humain, en tant que citoyen, je jouis d'une liberté de penser différemment et je jouis de la liberté de pouvoir l'exprimer. Et cette liberté-là, si on ne l'exerce pas, on la perd. Donc moi, je vais toujours me battre pour que des personnes qui pensent pas la même chose que moi puissent le dire et qu'ils puissent être protégés à le dire. Il ne s'agit pas juste de la liberté de croire ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Il s'agit aussi de la liberté de pouvoir le dire, l'exprimer. Et oui, Québécois a le courage d'opposer des visions différentes. On le voit dans des émissions comme La Joute, comme Le Bilan, où on a des personnes qui viennent de familles politiques, mais pas juste familles politiques, familles idéologiques différentes, qui sont capables de débattre fort et de se retrouver au party de Noël, tout le monde ensemble pour prendre un verre, sans qu'il y ait d'animosité. Parce que quand on sort de là, on n'est pas des ennemis, on est des collègues qui avons des visions différentes des sujets. Tu sais, le débat, c'est des idées. Si on parle d'idées, de gens qui ne sont pas d'accord, mais il y a aussi la forme. Moi, j'ai reçu Jean-Luc Mongrain ici il y a quelques temps, puis tu sais, il appartient à une drôle d'époque qui semble être révolue. J'ai écrit un livre avec Gilles Proulx. Un Gilles Proulx, aujourd'hui, ça ne marcherait juste plus. Tu sais, d'ailleurs, Gilles Proulx fait de moins en moins de radio. Il aimerait ça en faire plus. Est-ce que tu penses que ça aussi, il y a eu un changement, qu'on est passé non seulement d'un monde où le désaccord, c'était quelque chose qui était célébré, souligné, encouragé, à un monde où non, c'est même suspect quand il y en a un, mais on est aussi passé d'un monde où on acceptait des fois des gens qui avaient dans la forme un style qui était vraiment pas hermétique, pas très Tupperware, finalement. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les médias sociaux, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Il y a toujours quelqu'un pour venir prendre une phrase hors contexte, puis finalement en faire ta réputation, puis en faire comme si c'était ton sujet principal quand c'est pas nécessairement le cas. Donc, je comprends certains qui disent « Moi, j'ai pas envie d'être toujours sur la défensive sur ce que j'ai dit, ce que j'ai voulu dire, ce que je n'ai pas dit, ce qu'on me fait dire, ce qui n'est pas vrai. » Et qui disent je vais me tenir loin de ces débats-là qui peuvent être déchirants et qui peuvent avoir des conséquences plus grandes que juste le moment où tu as débattu avec quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord et que cette personne-là ne t'en tient pas rigueur. Par contre, ceux qui regardent, eux, ils peuvent t'en tenir rigueur. C'est plus difficile aujourd'hui de se battre de débattre et de se battre pour ses idées parce que c'est ça, la nuance se perd et on peut rapidement prendre quelque chose hors de contexte puis te la remettre dans le visage comme si c'était, comme s'il n'y avait plus de nuance, comme si on n'avait pas le droit même de changer d'idée. A-t-on le droit de changer d'idée? De dire quelque chose il y a 5 ans puis de ne plus être d'accord avec aujourd'hui. Normalement, on devrait célébrer aussi les évolutions des esprits pour toutes sortes de raisons, changement de contexte, qu'on puisse changer d'idée. Ça, aujourd'hui, mais non. Et d'ailleurs, même nos politiciens, on dit toujours qu'ils ont la langue de bois. Combien de fois des politiciens, on leur a démontré, on leur a montré, mis sous le nez, voici ce que tu disais il y a quelques années, voici ce que tu dis aujourd'hui, comment tu expliques, pourquoi tu es un vire-capot?
le monde sont tagués de vire-capot, alors que peut-être que c'est juste leur idée qui a évolué. Tout est immortalisé, donc tu peux pas prendre le risque ou tu veux pas le prendre. Tu peux le prendre, mais tu veux idéalement pas le prendre, de te faire dire, regarde, parce que c'est tellement vrai ce que tu dis. Quand je préparais le livre avec Gilles Proulx, on me disait, tu sais, il a dit des affaires, ce gars-là, c'était intense. Là. Là, je suis allé sur Internet et je cherchais et je trouvais pas ces choses-là. J'en ai trouvé quelques-unes. Oui. Mais les gens, justement, ce que j'ai trouvé, c'était des gens qui, à l'ère contemporaine, avaient repris des affaires pour les mettre sur les réseaux sociaux, alors qu'à l'époque, tu l'avais entendu ou tu ne l'avais pas entendu. Tu étais dans ta voiture, tu écoutais la radio. Hey, viens-tu de dire ça? Puis on passait à autre chose. Alors qu'aujourd'hui, tu peux aller sur l'application, réécouter le truc, le mettre sur YouTube et 25 ans plus tard, on va te sortir le tape. Et c'est ça le problème, c'est que tout ce que vous direz sera retenu contre vous, ce qui aide pas le débat, qui aide pas à l'évolution. Normalement, un débat, là, c'est pour que tu puisses voir ma perspective, que je puisse voir la tienne. On peut, comme on dit en anglais, agree to disagree. On n'est pas d'accord, s'entendre qu'on n'est pas d'accord, puis peut-être passer à autre chose, mais au bout du compte, dans quelques semaines, je vais peut-être réfléchir à ce que tu vas me dire, puis comme il n'y avait pas tout à fait tort là-dessus, puis toi, tu vas dire la même chose sur moi, puis on va faire évoluer la vision de l'un et de l'autre parce qu'on va être, et ultimement, je l'espère, on va converger quelque part. Mais on se laisse plus cet espoir-là de converger une fois que tout ce que tu dis maintenant, ben il faut que tu t'en rappelles parce que si on te repose la question dans 5 ans, t'es mieux d'avoir la même phrase. Ben oui. OK, là, c'est le moment un petit peu professionnel de l'épisode, tu vas comprendre. On est le 14 novembre aujourd'hui. Je trouve que c'est le meilleur moment pour poser la question à quelqu'un qui est dans les médias. C'est épuisant de produire des opinions tous les jours. Toi, tu écris dans le Journal de Montréal, tu es à la télévision, tu es à la radio. Moi, ma situation est à peu près la même. C'est-à-dire que tous les jours, je dois réfléchir à des affaires. Puis c'est pas comme travailler dans n'importe quel autre milieu. Il y a des milieux qui peuvent être aussi, disons, exigeants sur le plan intellectuel, mais il n'y a pas des journées où tu te lèves et tu te dis, il me semble que j'ai rien à dire aujourd'hui. Ah oui, ça arrive. Comment tu fais? Là, tu allumes la télé, puis il y a toujours Donald Trump qui a dit quelque chose, une connerie. Il y a juste regarder Twitter, tu sais, X maintenant. De regarder c'est quoi la discussion, qu'est-ce qui dérange actuellement, qu'est-ce qui attire l'attention. Puis c'est souvent là où ça nous oblige à être plus proactifs, à faire des coups de téléphone, appeler nos contacts, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se trame, c'est quoi les rumeurs. Il y a toujours une histoire quelque part qui n'a pas été racontée. Puis c'est souvent dans ces moments creux de l'actualité-là où il y a quelque chose qui pop-up, là, qui nous vient à l'esprit, puis qu'on écrit dessus. Mais je dirais que l'actualité, ces temps-ci, elle nous a plus donné que laissé à sec. Oui, mais en même temps, Yasmine, tu sais, mettons, je regarde, là, on est le 14 novembre, il y a Trump, il y a les médecins, il y a les grèves. Oui, il y a quelque chose, il y a de la substance, mais c'est la même chose qui revient. Et de là à dire, moi, mardi, j'avais une opinion, et mercredi, j'ai quelque chose d'autre à dire, et jeudi, parce que tu ne peux pas répéter la même affaire. En fait, tu peux. Beaucoup de gens le font, mais c'est plate. En fait, c'est vraiment plate. Puis si quelqu'un est attentif à ton travail, et il y a des gens qui sont attentifs à ton travail, ils remarquent que finalement, tu as dit la même chose. Je vais reposer ma question. Est-ce que, je vais la poser différemment alors, est-ce que c'est un métier qui a un sens? Oui. Oui. Parce que ce que moi j'écris ou que je dis à la radio le matin à Mario Dumont ou à Paul Larocque à la Joute, c'est quelque chose que je vais partager avec mes amis qui sont tout aussi intéressés avec moi en politique, puis des échanges qu'on va avoir dans la sphère privée. Il n'y a peut-être pas de caméra, peut-être pas de micro, puis que je tiens peut-être pas la plume au Journal de Montréal, mais ce sont des idées que je vais défendre dans une conversation privée. Puis évidemment, mon cercle d'amis, mon conjoint, mon mari, en fait, nos amis, on est tous très politisés, peut-être même hyper politisés. On aime ça, on est passionné par le débat public. Et c'est la même chose dont je vais discuter peut-être le matin à 6 heures le matin que le soir, pendant le souper. On va échanger. T'as-tu vu ça aujourd'hui? Qu'est-ce que t'en penses? Puis évoluer là-dessus. T'en manges de ça. Ah oui, depuis toujours. Mais comment tu définirais le rôle que tu as à jouer dans l'espace public? Est-ce que c'est t'as-tu comme des valeurs et des principes et un combat que tu mets de l'avant et ton travail est au service de ça? Ou tu vois au contraire ton travail plus comme un métier technique? Ah, pas du tout. Ah non, c'est pas... Moi, je m'estime la femme la plus chanceuse au monde de pouvoir dire tout haut et de pouvoir dire à un auditoire ce que je pense. De pouvoir dire ce que j'aurais dit à mon mari le souper, mais de de le partager avec bien du monde. Tu sais, on est tous un peu des grosses gueules dans ce domaine-là. Là, tu sais, on a envie de partager ce qu'on pense. Je l'assume tout à fait. Moi, je suis une passionnée. Le jour où ça me tentera plus, le jour où je trouverai ça fatigant, plate, que ça devient un obstacle redondant, je serai plus là. OK. Moi, j'ai... Tu ne dois pas faire ça forcément toute ta vie.
Mais c'est pas mon activité professionnelle principale, le commentariat. Moi, commentariat, je le fais par passion, puis je veux que ça demeure une passion. Le jour où ça ne sera plus une passion, je ne serai tout simplement pas là. Étant et aussi longtemps que j'ai la force de le faire, la force intellectuelle, mais aussi c'est de dire, OK, je vais être dans l'œil du public presque au quotidien, je vais le faire parce que j'ai du fun à faire, à découvrir, à rencontrer d'autres personnes qui ne pensent pas comme moi et de pouvoir échanger avec eux. C'est pas nécessairement le cas dans la sphère privée. Je trouve que ça me nourrit intellectuellement de faire cette activité-là, d'aller publiquement, d'assumer aussi qui je suis et ce que je pense. Puis ce que je pense représenter, c'est, moi, ce que je trouve le plus beau compliment, puis souvent, c'est pas donné comme un compliment, c'est qu'il y a ceux qui sont à droite qui vont dire que je suis une Québec solidaire, puis il y a Québec solidaire qui vont dire que je suis à droite. Puis je me dis, OK, je dois être dans quelque part de pas mal bon si tout le monde pense que je suis pas avec eux, parce que ça veut dire que je ne suis pas idéologue, dogmatique. Moi, je peux taper sur le Parti libéral, taper sur le PQ, taper sur Québec solidaire et donner des fleurs au Parti libéral, donner des fleurs au PQ et donner des fleurs à Québec solidaire quand ils le méritent, et là, d'une fois à l'autre. Donc, je me sens pas attachée, je ne suis pas là comme militante, et je ne veux certainement pas être militante d'une idéologie ou d'un parti politique ou d'une vision politique devant les caméras. J'assume ce que je dis parce que c'est ma pensée qui est juste à moi et que je veux défendre. Tu as dit tantôt, quand il me semble, je me réveille un matin puis qu'il y a moins de choses dans l'actualité, il y a Trump. Il y a Trump qui est là, qui a dit une niaiserie, qui a dit une bêtise. Donc, c'est comme un citron qui ne s'épuise jamais. Trump. Ça aurait pu être une orange ou une lime. Là. OK, choisissez votre fruit. Là. Ou un melon. Est-ce que, par contre, c'est pas un problème au Québec? Oui. Cette espèce de fascination. J'ai posé la même question à Mario Dumont. Et peut-être qu'il... Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait déjà pensé. Il m'a même dit que le soir, quand il arrivait chez lui, il y avait quasiment un jeu qui lui appartenait, qui consistait à ranger les nouvelles sur Trump. Donc, dans ce milieu-là, ça commence à survenir là, comme réflexion. Là. Mais je trouve qu'on en parle trop. Je trouve que Donald Trump prend trop de place dans notre actualité. Dès qu'il dit un mot, dès qu'il tweet, on lui donne l'importance que lui voudrait avoir, là, de monopoliser l'attention, pas juste chez lui, mais chez nous et partout, et lui donner finalement ce pouvoir de vie ou de mort sur des sociétés qui n'ont rien à voir avec lui, ou très peu, si ce n'est des relations, évidemment, diplomatiques, des relations économiques. Oui, c'est important, mais c'est pas juste comme ça qu'on se définit. On se définit pas juste par rapport à ce que Trump pense de nous ou ce qu'on pense de lui. Et je trouve que oui, il prend trop de place. Mais il faut dire que c'est un phénomène mondial. Hein? Donald Trump, il vient bousculer plein de certitudes un petit peu partout, nous a obligés à changer comme société, comme manière d'analyser les choses, de voir les choses, de réagir aux choses. Donc, c'est normal qu'on ait cette fascination, peut-être maladive, mais une fascination tout de même devant le phénomène Trump. Parce qu'on, tu sais, quand on s'intéresse à la politique, il y a des théories, là, il y a des affaires que tu n'as pas le droit de faire en politique, sinon tu es cancellé en politique, tu es annulé. Et Donald Trump, il est en train de faire exploser toutes ces théories-là. Et on se demande toujours, c'est quoi la prochaine affaire qui va faire exploser? Je pense que c'est ça, cette fascination que l'on a pour le bonhomme, c'est que c'est pas tant lui que ce qu'il vient ébranler comme certitude chez nous. Mais en même temps, les médias ont une responsabilité, dans la mesure où... Je ne dis pas que ça serait possible de l'ignorer parce que, prenons par exemple les tarifs au mois de janvier. Si les médias avaient décidé de ne pas couvrir ça, ils seraient passés à côté de leur mandat. Mais à un moment donné, quand tu braques une caméra sur quelqu'un, c'est bien toi qui décides de la conserver dans cet angle-là et de dire à ton caméraman, tu ne bouges pas, là. Il est là puis tu le suis. T'sais. Donc, il y a une responsabilité aussi qui est celle des médias d'avoir décidé que c'était lui le sujet. Oui, mais trouve le moyen de rendre cette décision-là pertinente parce qu'à chaque jour, même quand on décide de détourner le regard de Trump, c'est quoi, on va pas le regarder, on va pas le suivre. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas suivre un président des États-Unis qui dit que le Tylenol peut causer l'autisme? Est-ce que ce serait responsable que de ne pas en parler? Est-ce que c'est responsable de ne pas parler du président de la plus grande démocratie, du plus grand pays, la plus grande puissance, menacer le Panama, menacer le Groenland, parler du 51e État? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est responsable que de détourner le regard? À chaque fois qu'on veut détourner le regard, il nous lance la petite pièce pour dire
Vous allez me regarder parce que si vous voulez être pertinent, si vous voulez être responsable, vous allez être obligé de rapporter ce que je dis, ce que je fais. Et on joue son jeu, bien malgré nous, mais on est un peu obligé. Mais en même temps, ce que tu sous-entends, c'est que tout ce qu'on rapporte à son sujet est incontournable. Parce que l'exemple des Tylenol, par exemple, oui, peut-être qu'il fallait en parler. Peut-être. Pour moi, tu vois, ça ne me semble pas forcément un truc. Oh, il faut en parler. Mais il y a des trucs, des fois, je me dis, mais c'est de la poutine, cette affaire-là. Là. Puis, est-ce qu'il n'y a pas un. On parlait de fascination, là. Est-ce qu'on n'est Oui. pas dans une psychose, là? C'est-à-dire qu'on est vraiment. On voit plus clair. Puis, il y a un danger à ça. La question, je ne te la pose pas pour rien. C'est parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas de d'autres affaires. Ah, Il y a d'autres affaires qui nous arrivent ici, au Québec. Oui, je suis d'accord. Mais on n'est pas en train de parler du président, puis j'ai rien contre le Bangladesh, mais le président du Bangladesh. Puis là, je reviens à l'exemple du Tylenol. C'est pas juste le président des États-Unis qui parle du Tylenol, c'est son secrétaire à la santé qui a sous sa responsabilité la Food and Drug Administration, l'agence sanitaire par excellence qui est suivie à travers le monde. Il y en a pas beaucoup. Il y a en Europe, il y a Santé Canada et il y a la FDA qui, finalement, homologue ou pas des médicaments, donne des directives là-dessus et qui est suivie à travers le monde. Donc, ce n'est pas juste la parole de quelqu'un qui est un hurluberlu et que ça vaut pas grand-chose. Il s'agit d'une autorité, pas juste pour son pays, pas juste pour son parti, mais pour l'ensemble de la planète et ça a des conséquences. Ça a d'énormes conséquences. Donc oui, c'est important de suivre ça. Ça a l'air ridicule. Puis à chaque fois, il dépasse, puis il repousse la frontière du ridicule. Mais tant d'un point de vue de la science politique tout court que d'un point de vue de la responsabilité politique d'aujourd'hui et maintenant, on se doit de se dire, mais où vont les États-Unis et qu'est-ce que ça a un impact pour nous ici? OK. Puis le fait que les gens, donc ça comprend toi et moi, mais aussi tous ceux qui ne sont pas dans les médias, tout le monde, bref. Le fait qu'on suive le président Trump comme si c'était notre président, comme si c'était notre premier ministre, en fait, moi, je suis pas mal sûr que je dirais à quelqu'un, prendrais quelqu'un au hasard dans la rue, puis je dirais, dis-moi les 10 dernières affaires que tu as entendues sur Trump et dis-moi les 10 dernières affaires que tu as entendues sur Carney. Je suis pas mal sûr que si on remonterait à la 10e affaire sur Trump, ça nous mènerait à la semaine passée, alors qu'à Carney, il faudrait remonter un an en arrière. Je suis d'accord. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on est... tu sais, Mark Carney est plus dans l'espèce de politique mainstream. Tu sais, nos politiciens demeurent des politiciens réguliers. Là. Tu sais, il n'y en a pas un qui sort du lot à la Donald Trump qui est en train de faire changer la manière avec laquelle on analyse la politique, quelque chose qui s'accroche. Pourquoi Donald Trump, on se rappellerait des 5 dernières choses qu'il a dites? C'est parce que c'est probablement des choses qui nous ont choqués, qui nous ont dit, ben voyons donc, il n'a pas pu dire ça, ben c'est quoi que ça a comme conséquence sur moi, sur le voisin à côté, sur notre économie, sur notre santé, alors que... Ben, c'est la poule ou l'œuf, parce que je pourrais te répondre, c'est parce qu'on a mis une caméra dans sa face. Ben, pas sûr. Honnêtement, pas sûr. Parce que c'est lui qui, quand tu convoques un point de presse, puis tu t'appelles Donald Trump, puis tu fais rentrer les caméras dans ton pool parce que tu veux faire une montée de lait sur un sujet, ben, tu les as convoqués, ces médias-là, parce que tu jugeais que c'était assez important pour être couvert. Là, on fait quoi? On boycotte les points de presse du président américain. Et s'il dit quelque chose d'intéressant là-dedans, qui a un impact important, on passe à côté. Tu sais, c'est un dilemme, continuellement de dire, OK, c'est quoi le juste dosage? Puis quand je dis qu'il bouscule nos certitudes, c'est aussi ça. Est-ce qu'on suivait Barack Obama? Est-ce qu'on suivait Joe Biden de la même manière qu'on suit Donald Trump? Non. Parce qu'on avait comme un dosage habituel de comment on suit la politique américaine. Mais Donald Trump a tout fait sauter ça. Puis je pense qu'on est dans une période, nous-mêmes, citoyens comme médias, on essaie de trouver notre pied sur comment dealer avec cette administration. On n'est pas habitués, qui ne sont pas dans les codes normaux. Et il y a des erreurs qui sont faites de ce côté-ci aussi dans les médias. Puis je pense qu'on est dans une période d'adaptation. Je vais répondre à ma propre question. Je vais te présenter une autre hypothèse. Moi, j'ai l'impression que du point de vue québécois et sans doute du point de vue canadien-anglais, le Canada nous ennuie. C'est-à-dire que ça ne nous divertit pas suffisamment. Et ce qui est en bas, et là, on peut arrêter de parler de Trump, on peut parler de Mamdani. C'est très fluorescent, la politique américaine. Ça dégouline, c'est gras, c'est dans notre face, puis ça pop comme ça. Alors que la politique canadienne et québécoise aussi, par contre-coup, ben, c'est plus lent. C'est plus lent, puis c'est peut-être des enjeux qui nous semblent moins importants parce que l'autre, écoute,
il fait une conférence de presse devant son avion Ben oui. avec le bruit du moteur en arrière, qu'on va mettre une caméra puis le mettre à LCN. Je veux dire, c'est incroyable quand même. Là. Ça dépend ce qu'il a dit, parce que ça, tous les jours, il prend des avions. C'est pas tous les jours qu'on a des couvertures là-dessus. Tu sais, ça dépend ce qu'il a dit. Oui, c'est dégoulinant aux États-Unis, mais là, que t'as un Donald Trump, t'as un Gavin Newsom qui veut utiliser la méthode Trump, lui faire vivre sa propre médecine. On s'en sortira pas, là. T'as un Zoran Mamdani avec des idées, tu sais pas d'où elles sortent, ces idées-là. Bien évidemment que c'est comme une télé-réalité de l'autre côté, là. On regarde ça, puis c'est une télé-réalité. Mais, je regarde juste cette semaine, très peu parlé de Trump cette semaine. À part les lettres de Epstein, avec les médecins, avec les différentes défections au Parti conservateur et la difficulté au caucus caquiste. Très peu parlé de Trump. Il y avait de l'action chez nous, puis on a pu se concentrer sur cette action-là. Du moins, à la joute, on a très, très peu, voire pas du tout parlé de Trump cette semaine. Oui, je comprends. Mais tu sais, tu vois, tu viens de dire, il y en a qui utilisent la sauce Trump. Il a changé la politique d'une certaine façon parce que pour réussir les démocrates à remporter l'élection la prochaine, ils ne pourront pas présenter un candidat qui ressemble à ceux qu'on a connus par le passé. Ça va prendre quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux, quelqu'un peut-être même qui est méfiant à l'égard des médias traditionnels. Peut-être que ça a été ça la technique de Donald Trump. Et là, pendant ce temps-là, on a des politiciens au Canada poilièvres. J'ai entendu quelqu'un l'autre jour dire que PSPP était un genre de mini-Trump ou un mini-poilièvre. Donc, est-ce que... C'est bizarre parce qu'il y a une hypocrisie, là. Parce que ce qui nous fascine se passe en bas. Et dès qu'il y en a qui, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, peu importe, utilisent un style qui ressemble à celui-là, là, on le condamne. Mais pourtant, c'est ce qu'on aime. Parce que c'est juste de ça dont on parle. C'est ce qu'on aime voir. Ben, c'est ça dont on aime parler, c'est ce qu'on aime regarder. Oui, mais Donald Trump, d'ici, on aime le voir pour l'haïr ou le détester ou le mépriser. C'est pour ça que j'ai parlé d'hypocrisie. Hein? Ben, c'est ça, mais c'est pas on aime Donald Trump, mais on veut pas d'un Donald Trump ici où on pointe quelqu'un comme Donald Trump. Donald Trump, d'un point de vue québécois, d'un point de vue canadien, c'est un personnage que l'on n'aime pas, visiblement. En fait, le sondage le démontre, les Canadiens n'aiment pas Donald Trump, n'aiment pas ses méthodes, n'aiment pas sa politique, n'aiment pas la manière avec laquelle il s'exprime, n'aiment pas la manière avec laquelle il méprise ses adversaires. Parce que ça n'a jamais été comme ça aux États-Unis, là, on s'en rappelle. Là, on regarde ici, puis on se dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser cette méthode-là pour nous l'imposer, puis importer ce style-là chez nous? Alors, tout le monde est un peu sur ses gardes. Mais moi, je rejette complètement le fait qu'on dise qu'un Paul Saint-Pierre Plamondon est un mini-Trump. Paul Saint-Pierre Plamondon n'a rien à voir avec Donald Trump. C'est important de le dire et de le redire, puis toute personne qui dit ça est franchement de mauvaise foi. Mais j'ai quand même dit que le Canada est un peu ennuyant. Est-ce que tu es un peu d'accord avec moi? Non. Ennuyant par rapport aux États-Unis. Tout est ennuyant par rapport aux États-Unis. Tout est ennuyant par rapport à la vie politique américaine. Par rapport à la France, par rapport à l'Angleterre. Je veux ni être la France avec les problèmes qu'ils ont eus récemment, ni les États-Unis. Puis c'est quoi? On se complète très bien dans notre platitude ou dans notre... bien correct tant qu'on a un gouvernement qui est à l'œuvre, qui travaille, que notre démocratie fonctionne bien, que les citoyens croient en leurs institutions démocratiques. J'aime 1000 fois mieux qu'on soit dans cet état d'esprit que d'être qu'aux États-Unis où on ne sait pas quand est-ce que le président va envoyer la garde nationale dans notre ville ou en France où on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir un gouvernement qui tienne. Mais c'est vrai que c'est peut-être le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'on a un gros show qui se passe en bas. On a des bons billets. OK? On est en première rangée, là. Hein? On a mis une caméra en première rangée. En tout cas, on est sur le tarmac, là, avec l'avion, Colin, là. On est là. Et on a aussi tout le jardin en arrière avec nos petites... on a des petits vieillards à genoux. Nos petits enjeux, qui plantent des belles petites fleurs, puis ça va vite. Ça va lentement, au contraire, ça va pas vite du tout. Hey, un des premiers épisodes que j'ai fait des Restes du monde, c'était avec Charles Milliard, qui était à l'époque... candidat à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. C'est le seul qui avait accepté de venir ici, d'ailleurs. Ah, c'est dommage. Pablo Rodriguez avait refusé. Marc Bélanger s'était proposé, mais je n'avais pas été capable de réunir tout le monde, donc je m'étais dit, bon, ça sera juste Monsieur Milliard. Il m'avait dit un truc. Donc, on était j'avais enregistré quelque part au mois de janvier-février. On était en 2025. Il m'avait dit un truc qui, depuis, ne m'a pas quitté l'esprit. Il m'a dit, Rémi, toi, tu es un souverainiste. Il dit, nous autres, là, on est envieux de vous. Parce que vous, il y a quelque chose qui vous fait triper. Il y a quelque chose qui vous fait rêver. C'est lui qui a dit ça. Toi, tu es fédéraliste. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme un déficit de mobilisation sentimentale, émotive du côté du projet fédéraliste? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme l'empêchement
de rêver quand on est fédéraliste? En fait, j'aime beaucoup Charles Milliard. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je comprends parfaitement la passion qui anime les souverainistes. André Pratt m'a dit la même chose. Oui. Puis la Charlie Bourdage, qui est la nouvelle présidente de la commission jeunesse, elle m'a dit un peu la même chose aussi. Mais je trouve que beaucoup les arguments des fédéralistes, c'est des arguments très comptables, des arguments très pragmatiques, objectifs, rationnels, des chiffres, du Excel. C'est pas ma réalité. Moi, je n'ai pas décidé d'être fédéraliste une fois après avoir regardé les colonnes des chiffres. Comment tu l'es tant devenu? Mieux. Ben, écoute, moi, j'ai pas. Moi, je suis une immigrante. Je suis venue ici à l'âge de 10 ans. Et nous, mes parents ont fui ni guerre, ni situation économique. Mes parents vivaient très bien leur vie en pays d'origine. Personne très qualifiée. Ma mère est la première femme contrôleur aérien de l'histoire du Maroc. Mon père est ingénieur aéronautique. Pas vécu de misère, là. On n'est pas venu par le chemin Roxham, tu sais. Mes parents ont choisi le Québec parce que pour eux, c'était le meilleur de deux mondes qu'ils idéalisaient. Maroc est un pays francophone. Ma langue que j'ai toujours parlée depuis que j'ai ouvert les yeux, c'est le français. Et c'était c'était l'Amérique francophone. Mes parents étaient fascinés par l'Amérique, les Amériques, mais francophones avec quelque chose qui vient nous rejoindre dans qui nous étions comme francophones. Et quand on est arrivé ici, c'était pour nous, on est au Québec, on est au Canada, puis je vis très bien mes triples identités qui ne sont pas pour moi exclusives, même mutuellement exclusives, qui font un tout pour moi. Je suis une fière Canadienne, fière Québécoise, fière Marocaine. Mais j'ai toujours pas compris comment tu es devenue fédéraliste. C'est que je ne vois pas pourquoi je me défrais d'une identité qui me rejoint et que pour laquelle, pour moi, dans toutes ces identités-là, il y a des valeurs communes. Il y a des valeurs que je chéris comme personne et qui se retrouvent dans mon appartenance au Canada, dans mon appartenance au Québec qui est intimement liée à mon appartenance au Canada et de mon appartenance à mon pays d'origine. Il y a des dénominateurs communs. Pour moi, la question de la liberté, la question de chérir la liberté, se battre pour la liberté, c'est ni exclusivement québécois, ni exclusivement canadien, c'est une identité une valeur qui est un dénominateur commun. La question de la justice sociale, qu'on ne laisse personne derrière, qu'on essaie de tous ramer en avant en ne laissant personne derrière. C'est québécois, c'est canadien. Moi, je suis fière de dire que le Québec et le Canada m'ont adoptée comme citoyenne. Je me sens pleinement les deux. Et je trouve ça une richesse de pouvoir accumuler les appartenances plutôt que de s'en soustraire. Je ne suis pas moins québécoise parce que je suis canadienne et je ne suis pas moins canadienne parce que je suis québécoise et même chose de mon pays d'origine. Et pour moi, c'est une richesse extraordinaire que je veux transmettre à mes enfants, d'appartenir à plus d'une nation, appartenir à plusieurs peuples, à plusieurs cultures. C'est quelque chose qu'on devrait accumuler, d'où mon fédéralisme. Et je pense que le Canada... Mais attends. Ouais? D'où mon fédéralisme. Je comprends pas. Je t'écoute depuis le début, mais je comprends pas. C'est une double identité. Pour moi, c'est une double identité. Je suis québécoise et canadienne. J'appartiens aux deux parce qu'il y a des dénominateurs communs, parce que l'un, il n'y a rien qui contredit l'un avec l'autre. L'un vient avec l'autre. C'est des histoires communes. Mais comment c'est arrivé? Parce que à moins peut-être que tu le saches pas, hein, ça se peut aussi. Là, non, mais j'aime le Canada. Moi, c'est comme je le disais, c'est pas une question de colonne de chiffres. J'aime le Canada. J'aime ce que le Canada représente. J'aime ce que le Canada représente dans ses valeurs. Mais qu'est-ce qu'il représente que le Québec ne représente pas? Ben, c'est ça, c'est qu'il n'y en a pas. C'est la même chose pour toi? Ben, c'est pas la même chose. Il y a des valeurs qui me sont importantes, qui sont communes, qui sont et québécoises et qui sont canadiennes. Et j'aime ce que les deux représentent. Le Québec et le Canada sont des terres, le Québec et le Canada sont des terres de liberté, de justice sociale, de démocratie, d'état de droit, où tout le monde est un citoyen à part entière, où on peut aller au bout de nos ambitions. C'est la place de la méritocratie. Mais moi, je les oppose pas. Pourquoi on devrait les opposer? Non, c'est parce que généralement, les gens qui sont fédéralistes disent on est mieux dans le Canada. Donc, le Canada nous apporte quelque chose que le Québec ne pourrait pas mais le Canada ne m'enlève rien. Qu'est-ce que le Canada m'enlève? La question est à l'envers. Qu'est-ce que le Canada m'enlève?
Non, mais Rien. je sais pas, mais c'est parce que dans le fond, si, mettons, tantôt, tu m'avais dit je suis souverainiste, puis tu m'avais raconté tout ce que tu m'as dit, Ouais. ça aurait pu Non, fonctionner ben, aussi. non, Je parce suis que la arrivé première ici, phrase ici, c'est que moi, j'aime additionner les richesses des appartenances. fait que plus on en Pas a, les mieux c'est. soustraire. Ben oui, si elles ont un dénominateur commun, si elles ont des valeurs communes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi je peux pas être... Moi qui ai connu l'immigration, est-ce que c'est une faiblesse si je dis que j'ai accumulé mes valeurs avec lesquelles, mais de mon pays d'origine, à mes valeurs québécoises? Si j'étais souverainiste, est-ce que ça serait un défaut? Non, c'est une richesse. Mhm. C'est la même chose. Pour moi, c'est additionner des richesses et je ne vois pas ce qui est contradictoire là-dedans. Pourquoi opposer l'un avec l'autre? J'ai une drôle de question pour toi. Vas-y. Tu vois, parce que tu dis, je suis arrivé ici à 10 ans du Maroc. Le Québec m'a accueilli. Je suis canadienne. Donc, tu as minimum 3 identités. Là. Tu Oui. pourrais t'en ajouter une. Tu pourrais dire, je suis féministe. Ah, tu pourrais, name it. Bon, on va concentrons-nous 3. sur ces 3-là. Tu dis, il n'y a pas de conflit. Tu n'as pas Non. utilisé le mot conflit, mais c'est mon interprétation. Il n'y a pas de conflit. Ça s'additionne. C'est une richesse. Moi, par exemple, je suis né ici. Donc, je ne suis pas marocain Mhm. d'aucune façon. Moi, je ne m'identifie pas au Canada. Donc, moi, je m'identifie juste au Québec. Est-ce que, et je te jure, Yasmine, qu'il n'y a pas la réponse dans la question, OK? Tu réponds comme tu veux. Est-ce que tu peux être autant québécoise que moi si moi, j'ai juste une identité puis toi, tu en as 3? Oui. Pour moi, en fait, je te dirais que je comprends même pas que cette question puisse être posée. Non? Non. Parce que moi, j'ai juste une loyauté. J'ai juste une identité. J'ai ma loyauté envers mes valeurs et envers les endroits, les nations, les peuples auxquels j'appartiens et qui partagent ces valeurs-là avec moi. Mais si un jour, il y a un de ces peuples-là qui est devant le choix Ouais. entre deux Ouais. de ces peuples-là, ça ne sera pas le Maroc et le Canada, ça va être le Québec Probablement et le Canada. pas. Il n'y a pas de référendum. Tous les pronostics sérieux indiquent que ce serait plus le Québec et le Canada. Il n'y a pas alors un choix à faire. Mais moi, mon choix est fait. Mon choix, c'est les deux. Mon choix est fait. C'est pour ça que je dis que je suis fédéraliste. Pour moi, la question ne se pose pas. J'ai pas ce débat-là à l'intérieur de moi-même. Je ne choisis pas entre mon père et ma mère. Tu sais, pour moi, je ne choisis pas entre mon père et ma mère. C'est Tu peut-être... choisis, en fait, non, c'est un peu plus complexe que ça. C'est que si le père voulait se séparer de la mère, Ouais. tu choisirais qu'ils restent Je n'aimerais ensemble. pas Tu choisirais qu'ils restent ensemble. Non, ben si le peuple québécois a décidé de voter oui, je vais demeurer québécoise et je vais demeurer canadienne. Je vais demeurer les deux. Moi, je n'ai pas à me déchirer ou devoir choisir entre mon père et ma mère. Des enfants avec parents divorcés, il y en a toujours. Il n'y en a pas qui renient leurs parents parce qu'ils ont fait le choix de divorcer. Je comprends. C'est ça. Moi, je ne choisis pas entre mon père et ma mère. Les deux me transmettent des valeurs qui me sont chères et que je vais continuer de chérir et transmettre. Est-ce que toi, tu es arrivé ici à 10 ans? J'imagine, j'ai déjà lu dans une de tes chroniques, tu racontais ton histoire. En fait, tu disais que quand on posait des questions dans la classe, toi, tu te levais pour répondre, puis là, tout le monde regardait en disant qu'elle vient d'où, elle, pour faire ça. Tradition, j'imagine, du Maroc ou enfin de l'école catholique dans laquelle j'étais. Ouais. J'imagine que quand tu es arrivé ici à 10 ans, tout le monde ferait la même chose. Tu t'es peut-être plus entouré d'immigrants. Tu as grandi peut-être avec plus d'immigrants que, mettons, un typique Canadien-Français l'aurait fait, mettons... J'étais dans un quartier multiculturel, mais il y avait de tout. Il y avait vraiment de tout. Puis moi, mes parents... mes parents c'était très important pour eux qu'on s'intègre qu'on s'intègre pour vrai, pas juste qu'on vive au Québec, là, qu'on soit des Québécois, qu'on le vive. Tant mes parents aussi, ils ont développé des amitiés avec des Québécois dits de souche, même si j'aime pas l'expression, des Québécois de toutes origines, de toutes religions. Et nous, la fin de semaine, mon père... Pourquoi t'aimes pas l'expression? Je suis curieux. Parce qu'une souche, c'est un arbre, c'est la souche d'un arbre qui est mort. Puis le Québec, il n'y a rien de mort dans le Québec. Le Québec est vivant. C'est pour ça que j'aime pas cette expression-là. Je trouve que quand on la définit, je trouve qu'elle donne... Souche, ça veut dire que l'arbre est mort? La souche d'un arbre, oui. Ah ben oui, OK, d'accord. Effectivement, l'expression est un petit peu dommage. Fait que j'aime pas cette expression-là. C'est pas ma vision du Québec. Moi, mon père nous faisait découvrir le Québec en fin de semaine. On était jeunes, ma sœur et moi, puis on embarquait dans sa voiture. Puis dans le temps, il n'y avait pas de GPS, fait qu'il sortait sa petite carte, là, un petit truc jaune. On allait découvrir toutes les des petits villages, de la Nodière, des Laurentides, de la région des Outaouais, la fin de semaine.
Puis l'été, à place de revenir dans un autre pays d'origine, notre premier été, mon père a décidé qu'on allait en Gaspésie en famille puis qu'on conduisait jusqu'en Gaspésie en famille. La 132, là. Ah ouais, on a trouvé la route vraiment longue. Fait que, tu sais, on n'est pas juste vivre au Québec. On est venu être Québécois, pour vrai. Et c'est ce que je trouve le plus blessant quand on remet ma question en question, le fait que j'appartienne au Québec ou pas. Qu'on me reproche ou que j'ai encore aujourd'hui, 26 ans après, besoin de prouver que je suis québécoise. Mm-hmm. Quand j'ai passé plus que le double de ma vie ici, j'ai encore besoin de prouver que je suis québécoise. Puis c'est pas ça pour moi, le Québec. Mais tu sais, moi, je sais pas quel genre de message tu reçois, puis je peux pas non plus... c'est pas... En général. Mais moi, tu vois, ma question de tantôt, moi, je la trouve intéressante parce que il y a des bonnes et des mauvaises réponses à cette question-là. Tu sais, je reviens un peu, puis après, on change de sujet, mais le jour où il va y avoir un 3e référendum, moi, je vois le choix qui va être devant chacun des Québécois. C'est un choix. C'est-à-dire, c'est un choix. Il y a 2 options. Fait que s'il y a 2 options, par définition, tu choisis quelque chose. Et c'est 2 directions. Fait que c'est pour ça que, des fois, j'ai l'impression que c'est comme encore un peu possible de dire que je suis Québécois, je suis Canadien, mais vient le jour d'un référendum que tu choisis si tu es Canadien ou si tu es Québécois. Mais est-ce que vous dire voter non, c'est être Canadien puis pas être Québécois? Est-ce qu'on a le droit d'être Québécois puis pas penser que c'est la bonne chose pour le Québec que de sortir du Québec? Est-ce que c'est légitime de penser ça? Écoute, je suis pas encore au bout de mes réflexions. Puis l'actualité va me forcer peut-être à accélérer mon processus de réflexion, mais je rappelle une phrase qui aujourd'hui passerait pas, peut-être, mais de Falardeau. Falardeau, il était allé à Tout le monde en parle, puis il disait les Québécois ont voté oui. Puis là, Danny Turcotte puis Guy Lepage avaient dit attends, les Québécois ont voté oui, les Québécois ont voté non. Il dit ben non, 60% des Québécois ont voté oui. Puis là, Guy Lepage avait dit ben non, ça c'est les francophones. Et là, il avait répondu. Il dit, mais je veux dire, pour moi, un Québécois, c'est quelqu'un qui veut que le Québec, ça soit son pays. C'est quoi un Marocain? C'est quoi un Algérien? C'est quoi un Turc? C'est quoi un Russe? Puis honnêtement... Fait qu'un Ontarien, c'est quelqu'un qui voudrait que l'Ontario se sépare du Canada? Il n'y a pas de mouvement indépendantiste en Ontario. Mais si on prend la définition... En fait, on va comparer. Donc, moi, j'ai pris le Maroc qui a déclaré son indépendance en 1956. Ouais. J'ai pris, mettons, la Turquie qui, elle aussi, est indépendante et qui a été traversée par un mouvement d'indépendance. Mais les Ontariens, c'est pas le cas. Fait que, peut-être qu'un jour, la question va devoir se poser en Alberta. Effectivement, les Albertains vont devoir dire c'est quoi être un Albertain? C'est quelqu'un qui veut que l'Alberta soit un pays, puis les autres, vous êtes Canadiens, peut-être. Mais pourquoi on a cette définition du Québécois? Partout ailleurs. Mais non. Le Québec, les Québécois, on dit non. Les Québécois de toutes origines. C'est vrai. On dit non 2 fois. Moi, je dis une fois, là, mais bon. Bon, au moins une fois. Ouais. On peut dire ça, au moins une fois? Ouais. On dit non au moins une fois, même si moi, je dirais 2 fois, mais regarde, on va s'entendre sur ce quoi on va... Juste les preuves sont de mon bord, par contre. Mais pour le but de la discussion. Bien sûr. Encore un sondage cette semaine. Les Québécois sont où? Ah non, ils ne sont pas là du tout. Sauf que... Les Québécois francophones sont où? Ils ne sont pas là du tout non plus. Mais ça est-ce que c'est des mauvais Québécois? Est-ce qu'eux, c'est pas des bons Québécois? Ce sont des Canadiens? Ce ne sont pas des Québécois? En fait, je vais répondre à ta question. Premièrement, les sondages, là, tu sais qu'en octobre 1994, le oui était à 33%. Donc, tu sais, que le oui soit à 27 en ce moment, à 2 ans d'un référendum, moi, ça ne m'inquiète même pas 2 secondes. Donc, pour moi, c'est véritable. Tu sais, les sondages, des fois, c'est intéressant, mais quand on se projette 2 ans dans le futur, ça a moins d'intérêt. Mais c'est drôle parce que quand il y a eu un sondage crop cet été sur les... Oh, là, tout d'un coup, les sondages étaient importants. Mais là, il va falloir se plugger. Les sondages sont importants ou pas importants? T'as raison, Yasmine. Tu vois, je ne suis pas bullshité à ce point-là. Tu as raison là-dessus. Il faudrait qu'on arrête de prendre au sérieux cette question-là, puisqu'elle n'est pas à la table en ce moment. Non, mais c'est... Moi, je veux juste savoir si on appartient aux deux, ça veut dire qu'on est moins Québécois? Ça veut dire qu'on n'est pas des bons Québécois? C'est quoi être un bon Québécois? Moi, c'est juste être souverainiste? J'ai pas dit bon mauvais Québécois. Moi, j'ai dit Québécois ou Canadien. C'est tout ce que j'ai dit. Alors, on peut pas être Québécois et Canadien? En fait, je pense qu'on peut l'être en ce moment. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas cette question-là. La question référendaire, elle n'est pas dans l'air. Elle est posée dans des sondages, puis il y a un horizon qui s'approche. Mais le jour où elle se pose, je suis désolé, mais pourquoi dans tous les autres cas, donc à l'extérieur du Québec, quand il y a eu des enjeux d'indépendance, pourquoi c'était ça, ultimement, qui attendait les gens? C'est-à-dire, tu choisis entre l'Empire colonial ou tu choisis l'indépendance. Il n'y avait pas de référendum, là. C'est une façon de parler.
Pourquoi les gens, c'était aussi simple que ça, puis ici, ça serait plus subtil? C'est un choix de toute façon. On vous demande de choisir. On nous demande de choisir. Donc, si on nous demande de choisir, c'est qu'il y a 2 options. Ben oui. Et si on vote, si on vote non, est-ce que on vote non, mais que le oui gagne? Ouais. On est dans le monde hypothétique, là. Ben toi, tu m'as dit que tu resterais ici. Bien sûr. Et que tu serais québécoise et canadienne. Fait que moi, je serais incapable de te dire, Yasmine, tu ne serais pas québécoise. Tu choisis de rester ici. Pour moi, c'est si juste tu t'en vas, ça voudrait dire quelque chose. Quand même. Mais bien sûr. Ben oui, c'est ça. Mais ça, c'est évident. Quelqu'un qui choisit de quitter le Québec puis d'aller ailleurs, c'est évident. Mais quelqu'un qui dit, ben moi, je suis démocrate, je respecte le choix de la majorité. Je suis peut-être peinée des résultats, mais ça m'enlève rien au fait que je suis une Québécoise fière d'appartenir à la nation québécoise et que je vais faire ma vie au Québec. C'est ce que j'avais décidé avant le référendum et c'est ce que je décide après le référendum. Et donc, c'est ça la question. Je ne les oppose pas. Mais tu es quand même d'accord qu'on dirait qu'on se donne un petit peu de subtilité et on se donne un style en rendant la chose un peu plus compliquée qu'elle ne l'a été ailleurs. Tu sais, ailleurs, quand il était question de faire l'indépendance ou pas... Ouais, c'était un régime colonial. C'était pas un référendum. C'était se libérer de colonisateurs qui opprimaient. Là. Je pense pas que ni toi ni moi ne sont opprimés quand on marche dehors. Il y a eu le référendum en Écosse, donc ceux qui ont voté non, c'était probablement des Britanniques. C'était aussi simple que ça. Puis les gens qui voulaient faire l'indépendance, eux, ils se disaient « je suis un Écossais ». Ben, oui, mais on est toujours dans cette dualité-là. Donc, lorsqu'arrive la question du référendum, mais aujourd'hui, ils sont pas moins britanniques. Oui, mais la question se pose pas en ce moment. Non, c'est ça, la question se pose pas maintenant. Mais en fait, on tourne en rond, mais on revient au même. C'est-à-dire qu'en ce moment, la question ne se pose pas, donc j'ai aucun mal à imaginer que quelqu'un puisse être québécois et canadien. Le jour où la question se pose, il faut faire un choix. C'est d'ailleurs ce qui lui est demandé sur le carton. On verra sur notre passeport quelle va être notre identité. Mon identité québécoise, si elle se traduit par un passeport québécois, ben ça sera ça, mon passeport québécois. Et j'espère qu'on va reconnaître que si un jour ça arrive, et j'espère pas que ça arrive, je le redis. Je vais faire du montage, là, puis ça va. C'est que... On enlève le pas, OK, Oli? On puisse me dire que je suis une Québécoise à part entière. Et que je suis pas, c'est pas parce que j'ai voté non que je suis une traîtresse à la nation québécoise. Moi, c'est ça ma crainte. Ouais. Parce que ce discours-là de l'après, de comment on va gérer les personnes qui n'étaient pas d'accord, on nous le dit pas. Ben là, ils vont rester ici, là. Ben oui, mais c'est quoi? C'est-tu des bons Québécois? C'est des Québécois qui étaient traîtres à la nation? Est-ce que c'est des Québécois à part entière? Ce sont aussi des questions qui sont importantes à répondre. Mais qui pourrait préciser le statut des gens qui vont voter non? Ben, c'est plein de questions à laquelle il va falloir répondre. Il y a des gens qui vont... On le sait pas. Qu'est-ce qui... Attends, je comprends pas. Mettons que le Québec devient un pays. Toi, ton inquiétude, c'est qu'est-ce qui arrive avec les immigrants qui ont voté non? Je ne pas parler des immigrants. Je parlais des Québécois qui ont voté non. Premièrement, le vote est confidentiel. Là. Je veux dire, comment non, mais il y a des personnes qui prennent la parole, comme toi et moi. Ouais. Est-ce que c'est Québécois qui ont pris la parole, qui ont dit non? Puis tu en as reçu plusieurs d'autres fédéralistes. Ouais. J'ai vu Dimitri, j'ai vu André Pratt. Ils ont tous été bien traités parce qu'au Québec, on est gentil. Au Québec, on est bon. Bon on est des bonnes personnes. Bon, mais ça changera et au Canada pas, aussi. Ça ne changera pas. Écoute, en 95, on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je pense qu'il y a eu de la grosse triche. Et pourtant, tout le monde est rentré travailler le lendemain. Donc, il faut connaître la psychologie québécoise pour savoir qu'il n'y a pas d'esprit sanguinaire. Nous-mêmes, les révolutions, on les fait tranquillement. Ben voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas avoir peur, Yasmine. Tout va bien se passer. J'ai hâte de voir. Je t'en donne la garantie avec le pouvoir qui m'est donné. Le pouvoir qui est le tien. Je reviens quand même à une question que je trouve importante, la question du rêve. Tu sais, André Pratt m'a dit, puis j'ai trouvé ça d'une lucidité totale, il m'a dit, tu sais, Rémi, rester en Canada, c'est le statu quo. Donc, c'est sûr que c'est moins mobilisant sur le plan des sentiments, du rêve et des émotions. Charlie Bourdage, qui est beaucoup plus jeune, elle n'a même pas 25 ans, elle m'a dit, on le sait que c'est un problème, ça. Puis on le sait qu'on pourrait travailler là-dessus. Jusqu'à quel point, par contre, on peut y parvenir et qu'on peut, du côté fédéraliste, faire autant rêver que le font ceux qui parlent de bâtir un nouveau pays? Mais je pense que les fédéralistes n'ont jamais vraiment senti le besoin. Tu sais, j'ai l'impression que le mouvement souverainiste parle beaucoup aux rêves, parle beaucoup au cœur, parle beaucoup aux aspirations qui sont les leurs. Puis les fédéralistes sont plus dans... on ne sent pas le besoin d'aller dans quelque chose de peu tangible parce qu'on a des preuves tangibles qui sont les chiffres. C'est un peu
Ils ont trouvé le moyen le plus facile, qui est plus objectif, rationnel, de dire voici les chiffres, voici, plutôt que de parler de ce que vous ressentez, regardez avec vos yeux, avec votre tête, ce que ça vaut. Mais est-ce que c'est suffisant, un discours comme ça? Jusqu'à maintenant, il paraît suffisant. Jusqu'à maintenant, il paraît suffisant, mais moi, j'estime qu'il n'est pas suffisant. Parce que le Canada, c'est plus qu'une colonne de chiffres. C'est une vision commune, c'est des différences. Le Québec fait partie intégrante de l'histoire du Canada. C'est un peuple fondateur, un pays qui s'est bâti sur la langue française, qui n'a pas connu que des belles histoires, qui a connu des pages, des chapitres sombres de son histoire comme n'importe quel pays à travers le monde. C'est quoi le Canada, mettons? On a commencé à parler des États-Unis. Le pays, pour moi, c'est le pays de la liberté. Mais les États-Unis aussi, c'est la liberté? Oui, mais moi, c'est le Canada que j'ai choisi. Je ne me compare pas aux États-Unis. Moi, contrairement à d'autres, je dis pas on n'est pas les États-Unis. Pour moi, le Canada, c'est le vrai pays de la liberté. C'est le pays de la liberté, c'est le pays de la méritocratie. C'est le pays c'est le pays de la démocratie. On a une démocratie forte, on a des institutions démocratiques fortes, une histoire commune d'un océan à l'autre. On a une histoire commune, des institutions parlementaires démocratiques notamment qui sont communes. Je ne serais pas d'accord, mais je te laisse aller. Mais on a une histoire commune, qu'on le veuille ou pas. Oui, mais il y a des rapports de pouvoir et de force là, entre les francophones qui sont fait empêcher d'aller à l'école française dans les années... Mais ça fait partie... Je parlais des pages sombres de notre histoire. Ouais. Je parlais des pages des pensionnats autochtones. C'est au début de la Confédération. Oui, puis on parle du rapatriement sans la signature du Québec. Puis on peut parler de bien d'autres... pages sombres de l'histoire et plusieurs pays à travers le monde ont des pages sombres de leur histoire. Le Canada n'en fait pas exception. Mais pour moi, c'est un pays de liberté. Un pays de liberté où tout le monde, peu importe d'où il vient, peu importe son nom, ce qu'il a l'air bizarre et ce qui sonne exotique, peu importe ce que ses parents valent, peu importe ce qu'il a comme argent au début, ça ne le définit pas comme personne. Mm-hmm. Et ça, c'est une réalité partout au Canada. Et c'est ça que ça veut dire pour moi. Mais je ne veux pas te tacler. Au contraire, tu es tellement brillante que j'espère avoir enfin une bonne réponse à cette question-là. Bon, je suis un peu flatteur aussi. Un petit peu. Il y a Yasmine, moi, je pense que le Canada vit en ce moment une occasion, mais en or, de s'exprimer et de faire valoir une identité propre. Et je n'ai pas encore entendu quelqu'un me dire voici ce que c'est que le Canada. Mais c'est dis-moi, c'est quoi le Québec? Mon Dieu, c'est dangereux. Non, cette question-là, parce que je vais te donner une très bonne réponse. Oui, mais le Québec, c'est la nation francophone en Amérique du Nord qui a résisté, le village gaulois qui a résisté à son anglicisation, un peuple fier de sa culture, fier de ses institutions, fier de son histoire. Je suis capable de le définir. Le Québec, je suis capable de le définir. Ouais. Je ne le mets pas en opposition avec ce que c'est le Canada. C'est quelque chose qui est complémentaire avec ce que c'est le Canada dans sa définition. Quand on va à l'étranger, puis là, je parle même pas des pays, par exemple, comme la France, qui sont capables de faire la subtilité entre le Québec et le Canada. Je parle en Asie, par exemple, Moyen-Orient, en Russie, en Afrique. Dire qu'on est Canadien, ils sont rapidement capables de dire c'est quoi être Canadien. C'est un bon peuple, démocratique, pacifique. OK. Regarde, je vais être fair. Pacifique, moi, à date, je trouve que c'est le seul mot que tu m'as donné qui nous distinguait des États-Unis. Ah, mais pour moi, pacifique... Parce que tu me dis, c'est le peuple de la démocratie, c'est le peuple de la liberté, oui. C'est le peuple... tu sais, là, à chaque fois, tu te dis, mais ça, ça peut être les États-Unis aussi. D'ailleurs, les Canadiens regardent la télé américaine, écoutent de la musique américaine. Oui. Je demanderais à presque n'importe quel fédéraliste, puis je suis gentil, je te le ferai pas, nomme-moi un grand auteur canadien-anglais, puis ils auraient de la difficulté à m'en nommer un grand artiste canadien-anglais. Nickelback, tu sais, Nickelback, bon, tu sais, enfin, je te le donne, là. Mais tu sais, c'est un problème, ça. Je veux dire que c'est parce qu'un peuple, c'est une culture, c'est une histoire. Puis c'est surtout, en fait, oui, il faut se comparer pour se définir, parce que sinon, t'es pas différent des autres. Alors, il n'y a pas de raison de t'identifier différemment. Si t'es comme l'autre, ben t'es comme l'autre, puis on n'en parle plus. Mais si t'es différent, t'es différent. Moi, la tradition pacifique du Canada, ou sa réputation à l'international, précède. Que ce soit en Afrique du Sud, les casques bleus, on a fait beaucoup pour le monde et c'est comme ça qu'on se définit devant le monde. Moi, j'accepte cette réponse-là parce que de toute façon, moi, tu vois, t'avais pas si tort que ça quand tu disais que j'étais très brillante. Oui, j'avais pas tort du tout, Yasmine. Je te rigole. Pourquoi tu penses que tu es ici aujourd'hui? Non, mais je sais qu'il existe une telle chose que le Canada. Par contre, je suis déçu pour vous que vous n'ayez pas suffisamment pour nous, de gens... Non, mais pourquoi?
Tu peux dire pour nous. Ben, moi, je suis pas Canadien. C'est pour ça que je dirais pas pour nous. Tu voyages pas souvent? J'ai fait... pardon? Je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup et il y a plus de chances que j'aille en Bulgarie qu'il y a de chances que j'aille à Winnipeg. Et ça dit quelque chose sur ce pays-là et le goût, surtout, que j'ai ou pas de vouloir le découvrir. Pas sûr que les Russes à Moscou ou à Saint-Pétersbourg vont souvent en Sibérie non plus. Ouais. C'est un grand pays. C'est une réalité quand on est dans un grand pays. Mais si tu lis les grands auteurs russes, à part peut-être Tolstoï, parce que Tolstoï rêvait d'aller à Moscou et n'y allait jamais. Mais bon, il y a quelque chose comme une littérature russe, il y a quelque chose comme une culture russe, et je pense pas qu'il y a quelque chose comme une culture canadienne d'un océan à l'autre. Mais c'est pas rien la culture. Mais c'est un jeune pays, hein? 158 ans, c'est pas la Russie, c'est pas la France. C'est important de le rappeler aussi. C'est vrai. C'est un jeune pays. Il faut pas essayer de comparer un jeune pays avec un pays qui a plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années d'existence. On peut pas comparer la culture de l'un et la culture de l'autre, le patrimoine culturel de l'un et de l'autre. C'est injuste de dire ça. comparer le Canada à des pays d'Amérique latine qui se sont libérés au 19e siècle aussi avec Bolivar, puis je pense que ça serait quand même plus convaincant. Ils se sont libérés. Oui. Il y avait des gens ici là, avant 1867. Oui, mais qu'est-ce qu'on en a fait des Autochtones? On a aussi des Québécois comme Canadiens. C'est pas la culture autochtone que l'on met de l'avant qui représente la culture canadienne. C'est important de le dire. Ni québécoise par ailleurs, ni québécoise. Il faut donner aussi une chance. C'est un jeune pays qui ne peut pas être comparé à des civilisations. Là, Ben, je trouve que ça se compare quand même parce que tu prends par exemple la Bolivie, son indépendance, c'est à peu près les mêmes années, à moins que je me trompe, là, que le Canada. C'est fin du 19e là, avec Bolivar, tout ça. En tout cas, au courant du 19e. Avant, évidemment, l'indépendance, il y avait des peuples là, il y avait des Autochtones, comme il y avait des Autochtones ici, mais tu comprends-tu, c'est que je suis sûr que tu dirais à un Bolivien... toi, t'es comme un Colombien, en fait, puis ça passerait pas, là. Ah, ben, je suis d'accord que ça passerait pas. Ouais. Mais moi aussi, je dis pas qu'on est comme des Américains. Et la ligne, pour moi, la frontière, elle est très nette, précise. Ni dans la manière de penser, ni dans la manière d'interagir, ni dans la manière d'interagir avec nos institutions démocratiques, comment on les voit, quels sont le rôle qu'on leur donne, que l'on s'attend. On a une relation complètement différente, nous, Canadiens, que les Américains ont avec leur institution. Et ça marque aussi une différence. Est-ce que ça t'inquiète, la montée du Parti québécois? Non. En passant, pendant que tu réponds, je vérifie pour la Bolivie. Vas-y. On est dans un podcast ici. Hein? Non, pourquoi ça m'inquiéterait? Non, ça ne m'inquiète pas. Écoute, c'est drôle parce que Parti québécois, puis d'ailleurs c'est vérifiable, pendant les élections, dernières élections 2022, j'étais probablement la chroniqueuse qui leur a donné le plus de fleurs à chaque semaine. Chaque semaine, dans l'émission Mario Dumont, on pouvait donner des fleurs ou des pots. Et j'étais probablement celle qui a donné à Paul Saint-Pierre Plamondon le plus de fleurs. J'admire la ténacité de Paul Saint-Pierre Plamondon. Des fois, je trouve que c'est un peu trop, mais j'admire le courage de s'en tenir à ses convictions, de les marteler, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Mais non, ça ne m'inquiète pas que le Parti québécois monte. Moi, je pense qu'on est dans une démocratie qu'il faut toujours, qu'il y ait une usure du pouvoir, qu'il faut qu'il y ait des changements. Et si c'est le Parti québécois, ben, ça sera le Parti québécois. Si c'est un autre parti, ben, ça sera un autre parti. Mais le discours que certains craignent de plus en plus, je le lis de part et d'autre, sur la question de l'immigration, par exemple. Est-ce que ça t'inquiète? Non pas comme... là, on laisse tomber le fait que tu sois une commentatrice, on laisse même tomber le fait que tu sois une fédéraliste, mais c'est toi qui as dit tantôt « je suis une immigrante ». Oui. Bon, alors, comme immigrante, qu'est-ce que ça t'inspire? En fait, ce qui me déçoit, je vais le dire comme ça, c'est que j'ai vu une évolution dans le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je me retrouvais beaucoup dans son discours il y a quelques années. Même lorsqu'il était sa première course au leadership, si je me trompe pas trop. Celle qu'il a perdue. Celle qu'il a perdue, qui était quand même la sienne, où il a exprimé des idées. Des idées qui réconciliaient, à tout le moins qui tentaient de réconcilier les immigrants avec, non seulement le Parti québécois, mais avec la souveraineté tout court. Où il disait que, tu sais, on est tous là-dedans. Peu importe notre origine, tous québécois. C'était quelqu'un qui reconnaissait l'existence du racisme systémique. C'était quelqu'un qui voyait pas... En fait,
qui voyons l'immigration une richesse. Je dis pas qu'aujourd'hui, ils ne voient pas ça, mais on entend beaucoup, on associe beaucoup, pas juste dans le discours du Parti québécois, c'est important de le dire. Là. Le Parti québécois n'a pas de monopole là-dessus, certainement pas. Mais dans la classe politique où c'est rendu normal, accepté, que l'immigration est devenue une menace à notre identité, à qui nous sommes. Moi, quand on est de l'immigration, les seuils, le débat des seuils, c'est le débat que je trouve le plus débile qui soit. À essayer de déterminer collectivement combien d'immigrants on reçoit. Moi, on pourrait en recevoir 0, puis ça va rien changer pour moi, puis go for it. C'est quoi? Qu'on en reçoive 0, question de arrêter ce débat-là. Tu as écrit là-dessus il y a quelques jours. Moi, la question, c'est l'avenir du peuple québécois. On peut en recevoir 0, puis que l'immigration est une menace. On en reçoit 0. Les statistiques l'année passée, notre population diminue de 1400 personnes. Ça va s'accélérer avec le... Il n'y a personne qui en propose 0, par contre, en ce moment. Non, mais je pousse la plaisanterie jusqu'à en dire fermons les frontières, qu'on en reçoive absolument 0. On a une population qui va décroître. Est-ce qu'on préfère un Québec qui se meurt de petits feux, mais qu'on reste entre nous avec ce qu'on a comme conception de notre identité, de nos valeurs? Ou est-ce qu'on trouve le moyen, pas juste avec l'immigration, l'immigration est un moyen, c'est pas une fin en soi, d'avoir une politique là, avec un cap. À quoi on veut ressembler comme peuple, nous, au Québec, 2100, 2200? On veut être quoi? On veut maintenir notre caractère francophone, on veut maintenir notre poids politique, on veut être un marché économique. Mais tu ne penses pas que c'est ça les questions que les gens se posent? Mais on ne les dit pas. Quand est-ce qu'on s'est posé cette question-là? Ben, par exemple, sur la question, tu as dit francophone, par exemple. Oui. Tu as dit, ça pourrait être une des questions qu'on se poserait. Est-ce qu'on veut être une société encore francophone? Oui. Bon, ben moi, j'entends souvent parler de cette nécessité-là ou de ce projet de société-là que de demeurer francophone quand il est question d'immigration. Oui, mais c'est pas la seule question. Parce qu'il y a plusieurs identités. Il y a la question de la francophonie, il y a la question de comment assurer l'existence réelle. La natalité, comment on va s'assurer? Moi, qu'on dise, écoute, on va faire des politiques familiales qui vont favoriser ceux qui veulent avoir des enfants de pouvoir en avoir à la hauteur de leurs ambitions. Moi, j'en ai 3. J'ai contribué. Mais en passant, je veux juste te dire, je fais une petite parenthèse. Je te parlais de quelque chose de tout à l'heure qu'on me remet toujours en question, le fait que j'ai à montrer que je suis une Québécoise à part entière. Cette année, j'ai appris une nouvelle qui m'a franchement blessée et qui continue de me blesser à tous les jours. Mes enfants, j'en ai 3, Alicia, Léa et Samy, nés au Québec, ne parlent que français, ne connaissent aucune autre langue que le français, sont considérés immigrantes par le ministère de l'Éducation du Québec. Parce qu'on considère que dès qu'un des 2 parents est né à l'étranger, les enfants sont considérés immigrants. Comment se fait-il que mes enfants sont considérés immigrants par le gouvernement du Québec? Dans quel contexte ils sont considérés comme immigrants? Je comprends pas. Dans les statistiques du ministère de l'Éducation. Ils disent pas personne issue de l'immigration? Non. Qu'ils soient issus de l'immigration, mes enfants sont nés ici. C'est des Québécois à part entière. Mais ils sont issus de l'immigration, par contre. Ben non, leur mère est immigrante quand elle avait 10 ans. En quoi ils sont immigrants? Mais toi, t'es immigrante? Moi, oui, mais eux, non. Mes enfants, en quoi ils sont immigrants? Non, ils sont issus de l'immigration. Mais qu'ils soient issus de l'immigration. Mais pourquoi on caractérise les enfants issus de l'immigration? Non, je comprends ce que tu... Non, mais c'est sûr que tes enfants ne sont pas immigrants. Oui, mais non, on parle d'immigrants. Puis d'ailleurs, je t'inviterai à lire l'article de Geneviève Lajoie qui rapporte cette question-là, cette manière de classer les enfants québécois dans les écoles. Mes enfants ne connaissent rien que le français. Ils sont nés au Québec. On leur pose la question, ils vont dire « Je suis québécois, je suis canadien ». Ils sont toujours considérés par l'État. Oui. Attends, mais on va y venir, Yasmine. On va y venir, mais parce que tu avais ouvert... Mais je voulais parler de ça parce que ça, c'est... Mais on va en parler. On va en parler parce que j'ai peut-être une réponse pour toi. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec le gouvernement. Là. De toute façon, ça n'a aucun intérêt là, si je suis d'accord ou non. Mais on va y venir. Ouais. On parlait du PQ, puis tu as dit toutes sortes de choses, pour moi, qui relevaient quand même un grand... Regarde bien. Tu dis, le discours a changé. Mm-hmm. J'étais plus à l'aise avec le discours autrefois de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui n'a pas été un discours gagnant pour lui. Donc, alors ça démontre qu'on cherche à gagner, pas cherche à unir. C'est parce que les gens qui votent, c'est les gens qui se reconnaissent dans le discours d'un chef. Mais non, c'est parce qu'il ne faut pas passer à côté d'un sujet que je trouve qui est souvent tu par les gens qui dénoncent les discours sur l'immigration. C'est que finalement, si quelqu'un parle d'un sujet et il remporte une course à la chefferie, si ensuite
il y a un discours qui devient, tu as utilisé le mot norme, tu as dit c'est devenu normal d'en parler. Ça, c'est pas des hasards. Ça veut dire que le peuple est là. Tu sais, si on est démocrate et que les gens veulent parler d'immigration, on ne peut pas blâmer ceux d'en parler. Mais on moi, ne peut pas blâmer celui qui a compris que les gens voulaient... Parce que moi, je me rappelle la deuxième course à la chefferie au PQ à laquelle il a participé. C'était central dans cette course-là. Mais moi, je ne vais jamais reprocher à quelqu'un de parler d'immigration. Mais l'immigration est un sujet, est un enjeu dont il faut parler, dont il faut discuter. Je sais que tu reproches comment il en parle. Mais c'est même pas comment il en parle. Moi, je reproche à la classe politique en général. Ouais. Puis je l'ai dit et je le redis, c'est pas propre au Parti québécois. En général, c'est qu'on parle de l'immigration comme étant une fin, alors que c'est un moyen pour atteindre quelque chose dont on ne parle pas, qui est plus importante que l'immigration. C'est où est-ce qu'on se voit comme peuple dans 100 ans? Regarde, l'immigration mettant là à zéro, là, le sujet, le débat... Ouais, je ne suis pas convaincu par ta démonstration, parce que je veux dire, on parle souvent de l'immigration pour parler des entreprises qui ont besoin d'emploi, qu'on parle de francisation pour... mais on en parle à court terme. On parle du profil des immigrants aussi. Mais on parle même de natalité. On dit, c'est vrai que si on en recevait zéro, on perdrait une population. Mais donc c'est toujours un moyen et non une fin. Mais on en parle toujours à court terme, à court et à moyen terme, l'immigration. Ouais. Mais comme je dis, l'immigration est un moyen vers quoi? Qu'est-ce qu'on veut être? Tu sais, on a beaucoup tiré, puis à juste titre, sur l'initiative du siècle, là, le think tank torontois qui voulait être 100 millions d'habitants au Canada en 2100. Ouais. C'était leur idée. Ouais. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il y avait un cap qui proposait. On peut tirer sur le cap, sur l'idée qu'il proposait. Qu'est-ce qu'on a à opposer à ça, nous, au Québec? Qu'est-ce qu'on veut être en 2100? C'est une bonne question. Et à partir de là, quand on détermine notre objectif commun, comment l'atteindre? Des politiques de natalité où on croît de manière organique? Si on fait de l'immigration, à quelle hauteur à ce moment-là? Et à quelle hauteur? Parce que c'est pas quelque chose qui se planifie sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. On est sur du plus long terme. Mm-hmm. Quel profil à ce moment-là? Mais c'est que là, on est toujours à la petite pièce. Pour les 2 prochaines années, pour les 3 prochaines années, et on ne répond pas à un objectif commun. J'ai une réponse pour toi. C'est parce qu'on ne contrôle pas 100% des pouvoirs. Donc, les politiques changent à Ottawa. Il faut forcément que tu les renouvelles et que tu les changes. Alors que si tu étais un seul pays, puis on laisse tomber la question. Mais si c'était... Parce que tu dis, le Canada, eux, ils ont un objectif. Ouais, mais leur objectif, eux, c'est comme pays. Donc, ils ont un certain pouvoir partagé avec les provinces, mais ils annoncent leur couleur. Alors que le Québec, lui, il voit, par exemple, sur la question de l'immigration, c'est fou ce qui s'est passé. Là. Justin Trudeau et Mark Carney, là, c'est le jour et la nuit. Là. Complètement. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme quoi, le Canada, on ne peut pas le définir à travers qui est son premier ministre. C'est plus que son premier ministre. Comme quoi, même parti, 2 hommes différents. Il y a une Oui, mais... Il y a le multiculturalisme qui est inscrit dans la loi. On est d'accord, puis on l'a rejeté, puis le multiculturalisme, on ne le trouve pas à chaque coin de rue. Une fois qu'on l'a rejeté, on vit différemment. Ça ne nous a pas tués, ça nous a pas... Il n'y a rien qui nous impose le multiculturalisme, concrètement parlant, on ici au Québec. On n'est pas encore mort. Mais moi, je suis juste en train de dire... Il faut regarder le balado, il ne faut pas juste l'écouter, parce que ça va... Le Québec, il contrôle, contrairement à toutes les autres provinces, par ailleurs, rappelons-le. Non, mais il y a une entente avec le Québec qui n'existe avec aucune autre province canadienne. Il contrôle plus son immigration. Toute l'immigration économique. L'immigration économique, c'est le Québec qui la gère. On choisit nos immigrants économiques. Qui sont-ils? Quel profil? Quand vient-il? Le fédéral n'a pas son mot à dire là-dessus. C'est nous qui le faisons. Ensuite, pour la question des réfugiés, évidemment, on a vu la question des réfugiés, le chemin Roxham, ça a évidemment été quelque chose qui a beaucoup fait les manchettes dans les dernières années. Mais si le Québec était indépendant, le Québec aurait des obligations d'un point de vue du droit international. Le Québec pourrait signer les ententes qu'il veut bien signer. Oui, je suis d'accord, mais le Québec ne va pas changer de géographie. Non. Le Québec va vouloir... ne pas signer un traité, par contre. Mais le Québec va devoir aussi faire face à ses obligations de recevoir des réfugiés, au-delà de l'entente avec les tiers pays sûrs. Les tiers pays sûrs, ils viennent en avion maintenant. Ils venaient en avion. C'était pas juste le chemin Roxham. On ne peut pas juste les expulser. Le droit à l'asile existe. Puis ça, c'est important aussi de le rappeler, que de dire que... Tu as raison. Mais tu peux donc être forcé de les accepter, mais on sait que le Canada, il y a 15 ans, enquêtait de façon un peu moins soutenue sur la validité des profils des gens qui... Mais ça, alors ça que le Québec serait doté de sa propre sensibilité. Mais ça devient une question administrative. Puis ça on doit tenir les gouvernements responsables d'une incurie comme celle-là.
On ne remet pas le pays sur une question d'incompétence administrative. Moi, de toute façon, parce je que suis indépendance sinon, pour la culture parce et pour que la sinon, langue. avec la SAAC, là, il commencerait à y avoir bien des questions qu'on se poserait. Des incuries, oui, de l'incompétence. C'est pour ça que je dis que tu es brillante. C'est que là, tu fais semblant on veut faire l'indépendance pour cet enjeu-là seulement. Non, mais on il y en parlait. On pourrait gérer peut-être les réfugiés, oui, mais on a une obligation internationale, même si on est un pays. C'est une réalité. On va gérer nos immigrants économiques. On les gère déjà. Oui, mais par contre, dans l'ensemble, c'est, je pense, à moins que je me trompe, en vertu de cette entente-là qui a été signée, je pense, à Charlottetown, là, c'est l'accord de Charlottetown, je pense que c'est 60 de l'immigration totale que le Québec gère. Donc, non, il gère tout le volet économique. Il ne gère pas... Sur les immigrants au total, le Québec a une gestion de 60 à ma connaissance. Non, il n'y a que les questions des réfugiés, ça dépend. Parce que le 60 si on parle de volume, les volumes changent d'année en année. On ne peut pas les comparer. On ne peut pas comparer... c'est pas un volume par année. Le recoupement familial, c'est le regroupement familial, le Québec dit, c'est maximum 10 000. Il n'y a que 10 000 qui rentrent par année. Québec, d'ailleurs, les familles qui attendent des conjoints depuis des années les attendent encore. Le Québec n'accepte pas plus que 10 000. On a l'immigration économique, on a l'immigration temporaire, les travailleurs temporaires, qui sont temporaires. C'est important de le dire, c'est qu'on l'oublie souvent. Et jusqu'à très récemment, c'est le Québec qui voulait que l'immigration temporaire devienne permanente. Le Québec a changé de doctrine dans les 3 dernières années. Ce pas les immigrants qui ont décidé que c'était une voie d'immigration. C'est le Québec qui leur disait « Venez travailler chez nous pendant 2 ans. Après 2 ans, on va pouvoir vous garder. » Québec a changé. C'est bien correct. Et c'est ça l'immigration qu'il y a. Et les réfugiés. En tout cas, on vérifiera. Je travaillais au ministère de l'Immigration assez longtemps et je te garantis que l'entente de Gagnon-Tremblay-McDougall de 91, c'est ça qu'elle sous-entend. OK. Mais il me semble que moi, quand j'avais vérifié, ça donnait 60-40 à peu près dans le partage. Ça dépend des années. OK. Si c'est 60-40, puis je t'avais promis qu'on allait parler de tes enfants, je suis sûr que tu n'aimerais pas ça que ton enfant ait une note de 60 à l'examen. C'est pas très bon. C'est pas 60-40. Si on a reçu une année trop de réfugiés par rapport à une migration économique, c'est sûr que le pourcentage va changer. Ouais. Mais dans toutes les autres années, là, il y a 10 ans où il n'y avait pas une montée des réfugiés, c'était pas 60-40, c'est bien plus. Et c'est là où c'est un pourcentage qui change dépendamment du nombre de personnes qu'on reçoit dans les programmes qui relèvent du fédéral. Chose première, chose due. OK. Donc, tes enfants sont considérés comme des immigrants. Moi, parce que j'ai vu passer les tableaux. Il y a eu un mensonge, je le reconnais, parce que dans les tableaux, on voyait des écoles, puis ça disait 80 des élèves sont immigrants. Puis là, des fois, ça disait 90 92 Mais il fallait aller beaucoup plus. Il fallait aller dans les astérisques là, pour se rendre compte que si tu étais né ici, mais que tes parents étaient, eux, immigrants, tu étais considéré comme un immigrant. C'est ça. Bon. Et même des fois, si tes parents étaient nés ici, toi, tu étais né ici, c'est tes grands-parents qui n'étaient pas nés ici et tu étais considéré comme un immigrant. Donc, que ça soit clair, là, si tu es né ici, ton statut ne devrait pas être considéré comme celui d'un immigrant. Tu es issu de l'immigration, là, de une ou deux générations. Diverses, oui. Tu sais, moi, qu'on ne vienne pas me dire que je suis aussi issu de l'immigration, là, parce que mon ancêtre est arrivé au 18e siècle. À un moment donné, ça vaut pas. À quel moment on perd ça? Je sais pas, Yasmine, mais le gros bon sens, quand même, honnêtement. Là, non, mais j'aimerais bien ça a quand même savoir. Une utilité. Ça a quand même une utilité, le gros bon sens. Oui, là. mais moi, je me demande pour mes enfants. Mon plus lointain ancêtre, il s'est battu durant la guerre de 7 ans. Là. Donc, je veux dire, c'est pas ma grand-mère est arrivée ici ou mon père est arrivé ici. Ça n'a pas rapport. Non, mais je me pose des questions. Ouais. On voit d'autres communautés qui sont là depuis 3 générations. Tu fais bien. Est-ce que c'est encore des communautés culturelles? Tu fais bien. 3 générations, honnêtement, je commence à trouver que c'est poussé un peu. On pousse, il faut pousser, mais pousser égal, comme on dit. Ça, c'est très québécois, c'est pas canadien comme expression, ça. Non. Il y a un problème, par contre, là où peut-être qu'on s'est trompé de mots de la part du gouvernement du Québec, mais on s'est peut-être pas trompé de sujet. Et on le voit en ce moment, là, avec le rapport des 2 études du commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, c'est que je veux pas qu'on parle de tes enfants, je les connais pas, OK? Mais mettons que tu prends des... Tu les trouverais tellement cute. Je suis sûr à 100 on peut dire qu'on prend des jeunes, ils sont nés ici, mais leurs parents sont pas nés ici, puis ils s'en vont dans une classe où il y a beaucoup de jeunes qui sont pas nés ici ou des jeunes qui sont nés ici, mais dont les parents, je sais que ça commence à être compliqué, là, mais en gros, là, il y a beaucoup dans la classe d'immigrants de première ou deuxième génération. Oui. OK? C'est prouvé, là. C'est prouvé désormais, là, par l'étude. C'est épouvantable. Hein? C'est épouvantable. OK, non, mais c'est peut-être pour ça, alors que, oui, c'est pas le bon mot de dire les enfants de Yasmine Abdel-Fadel sont des immigrants. Oups, ils sont nés ici, on n'aurait pas dû dire ça. Mais peut-être, c'est quand même prouvé que
on ne parlera pas de tes enfants, mais que des enfants dont les parents sont pas nés ici, ils vont peut-être se mélanger avec leur communauté d'origine. Voilà. Mais moi, c'est ça le sujet, en fait. Mais je me bats pas au-delà de la nomenclature qui est ratée, de tout ça, c'est ça le sujet. mais... T'es pas d'accord? Mais que... On débat pas de chiffres ici. Mm-hmm. On parle ici d'homogénéité et C'est dur à dire. Oui, c'est dur à dire. Mais qu'il y ait une mixité. Une mixité pour que tout le monde sente l'appartenance commune à la société québécoise. Et pour moi, c'est important. Mm-hmm. Moi, je suis allée dans une école où il y avait toutes les nations, puis on était beaucoup d'immigrants de première génération, mais on n'était pas majoritaire dans les classes. On était plusieurs, oui, mais on n'était pas majoritaire dans les classes. Puis le socle commun qu'on avait, c'était tous d'appartenir au Québec. Mais c'était mieux dans ton temps. Mais bien sûr, mais je le dis, puis je le revendique. Mais c'est merveilleux. Et c'est la réalité de mes enfants aussi dans leurs écoles. Dans leur école, il y a des personnes de toute origine, des personnes ici de plusieurs générations, d'autres de générations qui sont arrivées récemment. C'est pas une école... mais moi, je lutte contre la ghettoisation dans certains quartiers. Le fait que certains quartiers semblent être des bouts de, en fait, le communautarisme, là, où on ne sent pas qu'on est au Québec ou dans certaines écoles où on ne se définit pas tout d'abord comme étant québécois avant de parler ou même d'être fier de nos origines. Je le dénonce, ça. Okay. C'est pas ma vision du Québec, ça. Puis moi, je veux qu'on lutte contre ça. Moi, je voudrais qu'on puisse s'assurer qu'il y a une mixité dans toutes les écoles, puis que des écoles en Gaspésie, par exemple, où il y a moins d'immigration, puissent être plus proches de jeunes immigrants ici qui puissent connaître leur réalité, et les jeunes immigrants puissent aller à Chibougamau, puis d'aller à Val-d'Or, puis de découvrir où ils sont au Québec, découvrir leur nation, découvrir leur Québec, parce qu'il leur appartient. Et je m'inquiète du fait qu'ils ne sentent pas que c'est sur eux que va retomber la responsabilité de faire vivre ce Québec-là. C'est mon inquiétude, moi, que ces personnes-là, qui ne s'identifient pas comme Québécois à part entière, et c'est sur eux qu'on va mettre la responsabilité de faire vivre le Québec pour d'autres générations. Je partage cette inquiétude. Mais cette inquiétude-là, c'est un échec commun. C'est pas un échec des immigrants ou des communautés qui sont parties s'enfermer entre elles dans des écoles publiques. C'est un échec commun de ne pas avoir assuré, de part et d'autre, qu'il y ait cette mixité-là. On est d'accord là-dessus? Mm-hmm. Puis je pense que ni comme immigrant, ni comme fédéraliste, ni comme... je ne peux appuyer le fait qu'on ne puisse pas être dans les meilleures dispositions pour découvrir notre culture commune. C'est bien dit, parce que... Puis je suis d'accord, c'est un échec commun. Il ne peut pas juste désigner une partie des gens qui sont impliqués dans ce processus-là qui est un processus raté. Pas juste prendre une partie de ces gens-là et dire « vous êtes coupable », d'autant plus qu'on parle de jeunes enfants. Moi, là, j'ai eu beaucoup de travail de job avant de faire celle que je fais aujourd'hui. La job la plus importante dans ma vie, ça a été boss boy, ça a été professeur. J'ai été professeur dans des écoles multiethniques à Montréal et je faisais la même chose à chaque fois que je commençais l'année. Et même quand je faisais de la suppléance à la journée, je me disais, ils ne me reverront plus jamais, fait que je m'en fiche s'ils trouvent tous que je suis fou de leur poser cette question-là. J'arrêtais la classe à un moment donné, je donnais des périodes libres, là, puis je disais, est-ce que vous êtes québécois? Puis j'avais 80% de la classe qui était une minorité visible, mettons, disons-le comme ça. Là. C'est presque jamais arrivé qu'il y a eu un jeune noir ou maghrébin ou asiatique qui m'a dit, oui, je suis québécois. Puis je te dirais, Yasmine, que c'était même rare que des gens disent simplement non. Il y avait beaucoup de « Ah, wesh, non. » Un wesh, non. Et moi, ça m'a énormément blessé. Ça m'a blessé énormément. Puis ce qui était le plus blessant là-dedans, c'est que j'aurais eu des adultes devant moi que j'aurais, en bon français, j'aurais jeté les gants. Mais Rémi, je me serais dit, là, c'est le temps de... Mais là, tu peux pas faire ça avec des jeunes. Oui, mais je partage ton dégoût. Mais je partage. Mais c'est ça qui fait mal, c'est que tu sais qu'eux autres mêmes sont victimes de quelque chose et la vie qui les attend ne sera pas simple. Parce que de trouver dégoûtant le fait d'être québécois, c'est épouvantable. Ça ne va pas t'ouvrir des portes. Là. Mais c'est absolument épouvantable. Puis je partage. J'aurais eu la même réaction que toi. Absolument la même réaction que toi. Puis là, j'essaie de me dire, comment se fait-il que des jeunes en sont rendus là? Qu'est-ce qui fait qu'autour d'eux, c'est comme ça qu'ils perçoivent le Québec? C'est comme ça qu'ils perçoivent être québécois, vivre leur Québec. Ils le vivent. Moi, je trouve ça épouvantable. Épouvantable pas juste pour eux, pour nous comme nation, que nos enfants, une partie de nos enfants, qu'on le veuille ou pas, soient pas fiers d'être québécois.
Puis c'est un réveil collectif. On a beau crier qu'on trouve ça affreux, il faut agir pour s'assurer que ça ne puisse pas contaminer d'autres générations et en faire quelque chose. Mais c'est pas quelque chose qui doit être acceptable, c'est pas quelque chose sur lequel on devrait fermer les yeux. Et je trouve qu'on n'a pas le courage de parler de ça ouvertement. Puis, Mais tu trouves pas que, mettons, le Parti québécois, puisqu'on en parlait tantôt, tu trouves pas qu'eux, ils ont le courage d'en parler? non. Non. Parce qu'il s'agit ici... il s'agit pas de... À mon point de vue, là, c'est que rappeler que ces enfants-là sont des Québécois plutôt que de parler d'eux comme une menace existentielle à la nation québécoise. Mais c'est une menace existentielle à la nation québécoise si des jeunes ne se disent pas québécois, ils trouvent ça dégoûtant. Mais qu'est-ce qui est une menace? Les jeunes? Mais ils vont devenir québécois quand ils vont devenir Mais québécois. ils sont Québécois. Mais ils ne sont pas, ils disent non quand C'est je leur pas pose la parce question. c'est des jeunes. Ben Tu là. l'as dit, c'est des jeunes. C'est des jeunes qu'on peut encore leur donner Oui, cette je suis cette d'accord. volonté Mais d'appartenir pour aux le moment, Québécois. c'est une menace Mais existentielle. tant aussi longtemps qu'on les pointe comme des menaces, penses-tu qu'on leur donne le goût d'être Québécois et de vivre leur Québec? Mais moi, quand on me pointe quelqu'un puis on dit t'es une menace à notre existence, ça lui donne pas le goût de rejoindre. Si, c'est sûr que si on le pointe, on pointe un doigt. Mais je suis quand pas on sûr parle que- d'eux, on a parlé de Mais c'est un violence. fait que c'est une menace existentielle, Mais- que des jeunes, que toute une génération de jeunes dans les écoles, dans le Grand Montréal, trouvent ça dégoûtant quand Mais je leur c'est leur une demande s'ils sont menace québécois. également que nos jeunes francophones, comme issus de l'immigration, se détournent de la culture québécoise puis adoptent Aussi. la culture américaine, Bien sûr. se détournent de l'histoire québécoise puis suivent plus Il y a la plusieurs télé-réalité menaces américaine. existentielles. On a plusieurs menaces existentielles puis il faut s'y attaquer à toutes ces menaces-là Mais c'en est une, avec la celle-là? même force. Mais c'est bien sûr que c'est une force. Le fait que Non, on j'ai n'y est dit pas... c'est une menace. Oui. OK, parfait. Non, mais dans le sens que c'est une menace que du monde ne soit pas fier d'être québécois. Mhm. Que du monde soit pas fier d'être québécois. C'est une menace à nous tous. Mais c'est pas l'immigration qui est une menace à notre... Mais c'est les... Ouais, OK. Je sais que il y en a qui ne sont pas convaincus, là, mais Non, je c'est pense pas que ça commence à être- l'immigration, parce que, tu sais quoi? C'est les politiques C'est la d'immigration. Oui, c'est les Ouais. politiques d'immigration. Ce n'est pas l'immigration. Parce que l'immigrant, quand on le reçoit à l'aéroport, là, Mhm. peut lui faire dire « Félicitations, t'es maintenant un Québécois avec des responsabilités puis des devoirs et des libertés qui viennent avec. » De le faire sentir comme un citoyen qui a une responsabilité, pas juste quelqu'un qui se trouve à habiter au Québec. Et malheureusement, on l'échappe beaucoup. Et c'est là où on se pose la question souvent pourquoi les immigrants sont fédéralistes. Je vais te donner une réponse. Le Canada, première chose quand tu arrives à l'aéroport, là, Welcome to Canada. Bienvenue au Canada. Vous êtes ici chez vous. Au Québec, on arrive, on nous dit souvent immigration, vous êtes une menace à notre identité. T'as quelqu'un qui dit félicitations, t'es à la maison. Puis il y a un discours qui dit fais attention, t'es une menace à notre existence. Naturellement, comme être humain, où est-ce que tu vas? Vers qui tu vas te retourner? Puis moi, je combats ce discours-là parce que c'est pas parce qu'on dit que c'est une menace que c'est ce que tout le monde pense, que c'est comme ça que tu devrais te sentir. Il y a une réalité d'intégration où le peuple québécois a peur de disparaître par sa langue, par son histoire, par sa culture. Il faut que tu démontres que tu es une plus-value pour maintenir son existence dans sa pérennité, nourrir sa culture, nourrir son existence, le peuple, pour te défaire de cette étiquette-là de menace. Mais qui d'autre se sent comme une menace au Québec à part les immigrants? Mais moi, je peux t'assurer une chose, Yasmine. Puis, j'ai commencé à dire ça dans l'espace public. Il y a des gens qui pensent que je suis de mauvaise foi quand je le dis, mais ça part vraiment du cœur et de la tête, là, surtout. La meilleure façon d'intégrer les immigrants, c'est de faire un pays. Parce que si tu demeures avec un statut ambigu, province à l'intérieur du Canada, quand tu accueilles tes immigrants, ils comprennent rien. C'est pas Eux vrai. autres, ils partent. Ils comprennent très C'est bien. pas très simple. C'est pas Ah très non. simple. Ça pourrait être plus simple. Non. Attends, laisse-moi aller au bout de mon idée. Tu arrives du Maroc. Oui. Puis déjà, tu arrives aux douanes. Oui. C'est le Canada qui t'accueille. Bien sûr. Ça, c'est un fait. Donc, tu sais, tu dis, ça serait plus simple. Garde, le Canada, c'est Welcome to Canada. Puis ici, c'était une menace. Mais si c'était un douanier québécois, là. Il va dire que t'es une menace dès le début. Ben non, il ne dira pas Ben ça. alors, franchement. c'est- Pourquoi, ben, il dirait, pourquoi il Ben, dirait ça? Mais pourquoi il Parce dirait qu'il n'y pas aurait tout... pas de menace. Il n'y aurait pas de menace. Ah, Il y pourquoi aurait un les pays, immigrants, tout il y d'un aurait coup, un seraient pays. fiers d'être québécois? Mais tu m'as dit que les immigrants sont fédéralistes. C'est toi qui m'as J'ai dit dit, ça. on reproche souvent aux immigrants d'être des fédéralistes. Oui, mais de toute façon, on le sait. Là. Fait que, Ben, les c'est dans les statistiques les Bon. démontrent, les Alors, non-francophones. S'ils sont fédéralistes, c'est sûr que pour les nationalistes, par définition, il s'agit d'une menace à un projet de société.
Une menace que... Alors, Ça pourrait devenir un instrument. finalement, c'est une menace, mais un mal nécessaire dont on a besoin pour continuer à survivre, mais pas trop, parce qu'autrement, on est une menace existentielle. S'il y avait un pays, il n'y aurait pas l'aspect menace. Il n'y aurait pas l'aspect menace. Mais pourquoi il serait... Ben non, mais... Mais pourquoi ça serait une menace si le projet serait réalisé? Mais en quoi ces enfants-là que tu as vus dans l'école, qui n'étaient pas fiers d'être Québécois, c'est à cause du fédéral qu'ils ne sont pas fiers d'être Québécois? En quoi, c'est quoi le rapport avec le fait d'appartenir au Canada, qu'ils ne soient pas Québécois? Quand je leur demandais s'ils étaient Québécois, ils me disaient non. Puis après, je leur disais, vous êtes quoi? Puis là, ils me disaient, moi, je suis haïtien, canadien. OK? Bon. Alors, moi, ma théorie, là, OK, c'est qu'il y a une addition. Toi, tu trouves que c'est une richesse, mais le fait qu'il y ait plusieurs identités, surtout dans la tête des enfants, là, en passant, c'est mélangeant. Parce qu'il y a l'identité à la maison, il y a le Canada, il y a le Québec, c'est compliqué. C'est pas vrai. Il y a un conflit de loyauté. Il n'y a pas de conflit de loyauté. Il faut sortir de ça. Moi, je te le dis comme quelqu'un qui le vit, qui a immigré, qui sait de quoi je parle. Ouais. Je l'ai vécu, moi, cet exercice-là de venir m'installer ici. Il n'y a pas de conflit de loyauté. Je cherche pas, je ne mets pas c'est qui le premier, c'est qui le deuxième, c'est qui le troisième. Il n'y a pas de conflit de loyauté. On peut être plusieurs choses à la fois. On peut être immigrant, on peut être marocain, on peut être canadien, on peut être québécois et être fier de ces trois origines. Puis tu sais quoi, quand je suis au Maroc le 24 juin, j'ai mon drapeau du Québec sur ma voiture au Maroc, puis je sors mon drapeau du Canada le 1er juillet au Maroc. Et quand je suis ici, je le vis aussi de cette manière-là. Pourquoi on essaie d'opposer l'un à l'autre plutôt que de dire à ces jeunes-là, vous ne comprenez pas ce que c'est d'être Québécois, vous n'avez pas idée de la chance que vous avez d'être Québécois. Puis cette chance-là, tant que vous ne la vivez pas, dont vous n'êtes pas conscient, vous passez à côté de quelque chose d'extraordinaire. Puis d'en faire pas juste des Québécois, mais d'en faire des agents de propagation de la richesse d'être des Québécois, pour qu'ils en parlent autour d'eux, pour qu'ils en parlent partout de la fierté d'être Québécois. On les ostracise en disant que c'est des menaces à l'identité. Ouais, ils vont toujours demeurer une menace tant et aussi longtemps qu'on ne leur dit pas. Et qu'on ne leur fait pas vivre que c'est des Québécois. C'est la question de la poule ou de l'œuf. Ça fait 2 fois que j'amène cette métaphore. Non, c'est pas la poule et l'œuf. Oui, parce que là, c'est comme si tu me disais, il n'y a personne qui fait ça au Québec. Leur dire aux jeunes que c'est beau être Québécois, qu'ils sont les bienvenus, que ça leur apporte ci, qu'ils sont partie intégrante du destin du Québec. Ça, moi, je ne crois pas au scénario voulant qu'il n'y ait personne qui a jamais essayé de faire ça avec eux. Je ne dis pas qu'il n'y a personne. Bon, alors s'il y a déjà quelqu'un qui le fait, ben oui, mais il y en a bien beaucoup d'immigrants qui ça ne fonctionne pas. Mais comment ça fonctionne pas? Moi, je te dis une chose, là, je les connais. Ça, c'est ton expérience. Oui, toi, c'est ton expérience aussi. Ben, c'est ça, mais c'est pas... Moi, j'ai fait 25 écoles, OK? Et cet exercice-là, j'aurais dû l'encadrer comme une recherche, là, parce que ça aurait une signification scientifique aujourd'hui. Des immigrants, des Québécois issus de l'immigration qui sont fiers d'être Québécois, il y en a à chaque coin de rue. À chaque coin de rue. Je te parle des jeunes de 12 à 17 ans, là, puis... Mais est-ce qu'on leur a posé la question pourquoi? Mais oui, mais attends, j'y viens. Moi, je leur demande donc... Est-ce que tu es Québécois? Donc, c'est impérativement, là, invariablement, non. Souvent, c'est wash. Et là, ensuite, donc, t'es quoi? Donc là, c'est Canadien, Haïtien, Canadien, Marocain, ou dans le désordre. Et là, tu fais, mais t'es pas Québécois? Puis là, c'est wash, non, c'est de la merde, c'est dégueulasse, Puis là, tout le monde rit, tout le monde déconne. Bon. Alors, c'est un climat, ça existe, ça. Mais il faut le combattre. Je l'ai vécu. Ben bien sûr, mais il faut le combattre. OK, il faut le combattre. Donc, alors, on fait pendant qu'on le combat, oui? Qui on combat, tu penses, dans la vie? On combat une menace, un ennemi, un non, il faut combattre un sentiment. OK, un sentiment, alors? Oui, mais bon. Donc, on accepte que ce qui est là, en ce moment, c'est quelque chose qui doit changer. Mais bien sûr. Parfait. OK. Donc, pendant que ça change, en attendant que ça change, c'est quelque chose qui est hostile à quelque chose. Mais bien sûr. Bon, parfait. On est d'accord. Mais ça parce que tu as dit, pour régler ça, il faut faire du Québec. Moi, j'essaie juste de voir le lendemain d'un référendum en quoi ces enfants-là qui disaient wesh hier vont plus dire wesh aujourd'hui. J'essaie juste de comprendre comment ça va se faire. Là, je trouve ça bien... je sais pas si c'est de la pensée magique de penser ça, ou est-ce que ça va faire une identité plus forte avec ça va être plus clair, en tout cas, là. Ça, c'est évident. C'est clair. Ils ont de la difficulté à voir clair aujourd'hui. Non, ils n'ont pas de la difficulté. Ah, oui. Ça veut dire qu'il y a une grosse défaillance dans notre ministère de l'Éducation s'ils ne voient pas ça. Et ça, c'est pas une compétence fédérale. C'est une compétence bien provinciale. S'ils sont confus sur cette question-là, c'est qu'on l'a échappé ici au Québec auprès de nos enfants québécois. Mais je pensais que c'était un échec commun, moi. Si c'est un échec commun, ça veut dire que c'est pas juste le ministère qui est responsable. Oui, mais l'éducation est aussi responsable. Parce que c'est où qu'ils socialisent, c'est où qu'ils apprennent. C'est pas chez leurs parents qui vont... L'étude du rapport du commissaire, dans l'étude, ça dit qu'ils socialisent justement pas
avec des jeunes natifs ou des jeunes d'ascendance canadienne-française parce que les parents sont plus exigeants, les empêchent de sortir le soir. C'est écrit dans l'étude. Si c'est un échec commun, il y a des responsabilités de part et d'autre. Mais il y a des responsabilités de part et d'autre. Ces enfants-là, soit avec leurs parents, soit à l'école. Oui. Ou avec leurs amis, ou dans des activités parascolaires. Mais en général, soit dans un milieu éducatif, soit dans un milieu familial. On n'a peut-être pas de torque sur la bulle familiale, mais on est bien présent dans le milieu éducatif et dans leur écosystème éducatif. Et là-dedans, on doit déployer tous les moyens pour s'assurer que sur cette question-là, ils sont québécois, sont conscients d'être québécois, ils comprennent ça veut dire quoi être québécois et vivent cette fierté-là. Si on ne leur dit pas, puis qu'on ne les met pas dans un écosystème où ils sont en contact avec le vrai Québec, pas dans la rue le temps de se rendre de chez eux à l'école. Là. Mais Yasmine, c'est un choix à un moment donné de regarder la télé, d'écouter de la musique, de lire un livre. À un moment donné, mais les Québécois de souche le font pas à chez eux. Pourquoi? Mais pourquoi on demande ça? Plus, non? Oui, parce qu'ils ont des liens. Mais c'est normal, Rémi. Oui. Mais c'est absolument normal. Oui, parce qu'on dirait que tu penses que c'est au ministère, donc au gouvernement, d'encourager les gens. Je parle de la société civile en général. Ouais. Mais si c'est un échec commun, j'aimerais ça t'entendre parler des responsabilités de l'autre bord. Mais les responsabilités de l'autre bord, moi, elles sont pour moi évidentes. Okay. On ne choisit pas d'habiter dans un pays, de venir habiter dans un pays pour continuer à habiter comme chez soi, à l'intérieur de chez soi. Juste pour l'anecdote, nous, avant d'immigrer ici au Québec, mon père, le matin, nous réveillait pour qu'on regarde Radio-Canada parce qu'il pognait 1 heure de Radio-Canada dans la télé au Maroc. Ma sœur et moi, on était obligés de prendre notre petit déjeuner à regarder Radio-Canada. On regardait les nouvelles jeunes enfants parce que pour lui, 2 choses. Et s'habituer à l'accent québécois pour faciliter notre intégration puis aussi savoir de quoi il s'agit. Avant d'immigrer, on est venu passer 3 mois ici pour pouvoir s'acclimater, voir de quoi ça a l'air, comment agir. Il y a un gros sport. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse sport. C'est un déchirement, immigrer. Puis c'est sortir tes racines d'un endroit puis venir les planter un peu comme on plante une plante, là, dans un nouveau territoire, dans une nouvelle terre. Espérer que ça prenne. Les immigrants, là, ce qu'on oublie souvent aussi de dire, c'est les premiers à vouloir que ça réussisse et que ça fonctionne. Non, ça, c'est sûr. C'est les premiers à vouloir s'intégrer. Et pendant les premières années qui sont là, il y a une intégration culturelle, des codes culturels, des nouveaux codes à adopter, et une intégration économique. Il y a pour certains une intégration de la langue et de la francisation. Il y a tout un réseau social, des amis, quand t'as pas de famille et tout. Mais non, mais... Je maintiens quand même mon point. Je pense que dans un monde où il y aurait pas l'ambiguïté canadienne. Il n'y en a pas. Donc, bien sûr qu'il y en a une. Il y a 2 langues officielles pour beaucoup d'immigrants. Et alors, juste ils sont en francisé en français. Dans l'étude, c'est prouvé qu'ils se parlent en anglais de plus en plus. Les Québécois de souche se parlent en anglais de plus en plus. L'anglicisation. La tendance, c'est pas 2 lignes qui se croisent. La consommation des produits culturels, Rémi, même pour les Québécois de toutes origines. Ils ne parlent pas anglais entre eux, là. C'est quoi cette affaire-là? Les Québécois francophones, ils ne se parlent pas en anglais entre eux autant que les immigrants de 2e et 3e génération. C'est dans l'étude. C'est parce qu'à un moment donné, c'est ça. Il faut juste accepter. C'est tout mon point, là, Yasmine. Puis je veux qu'on se comprenne bien. Mais je trouve ça... Non, mais attends, mais je veux juste qu'on revienne à une chose. Je ne dis pas que les immigrants sont une menace existentielle. Tu l'as, c'est dit. Ben non. C'est ça, justement. Alors, je vais devoir le répéter parce que tu ne me comprends pas. Je ne dis pas que les immigrants sont une menace existentielle, ni même que... Mais je dis que les politiques d'immigration le sont, par contre. Ce que je te dis en ce moment, c'est que le statut... Puis toi-même, tu l'as reconnu, Yasmine. Oui. OK? Tu feras rewind, tu vas voir. Tu as dit que l'état actuel des choses est une menace existentielle. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Que des jeunes mais c'est ce que je dis, moi aussi. Je dis pas que les immigrants sont une menace existentielle. Je dis qu'en ce moment, quand je vais dans une classe et que les jeunes me disent « Arc, le Québec, wesh, c'est dégueulasse. Paf, fuck off. » Quand ils disent ça, il y a une menace existentielle au Québec. D'accord? Il faut s'attaquer à ça. D'accord? Et la meilleure manière d'y arriver, les 2, on est d'accord là-dessus, je suis sûr. C'est en changeant le discours. Changer de discours, je suis d'accord. Il faut changer Continuer à les pointer comme des menaces existentielles, c'est pas la bonne manière. Mais c'est une menace existentielle. Non, les jeunes... La situation est une menace existentielle. Mais la situation... Ils diraient, des jeunes, des vieux, n'importe qui, ils diraient « Wesh, je suis pas fier d'être Québécois », que ça serait toujours une menace. Bien sûr, mais ils le disent pas. Mais ça serait ça. Mais ça serait... Et il faut combattre ça. Ben oui, bien sûr. Continuellement. Bien sûr. Et le Québec va toujours être en train de se battre pour continuer à exister de la manière avec laquelle... en respectant son histoire, sa culture et sa langue. Ça, c'est une réalité. Mais de monter une menace et de ne pas parler des autres avec la même vigueur, avec la même
Je comprends. Et c'est là où tu te dis, mais attends, est-ce que c'est la seule menace qu'on a pour notre identité? Il y en a plusieurs. Mais qu'on s'y attaque. T'en as nommé une qui était celle de la consommation de produits américains, de La télé contenu québécoise, culturel qui la regarde? américain. Non, mais c'est une menace existentielle aussi. Ben oui. C'est une menace existentielle. Et moi, que les jeunes me disent « Ah, vous nous pointez du doigt quand il est question du déclin de la télévision généraliste. » Ben, on pointe du doigt le fait que vous ne la regardiez pas. Si vous avez l'impression qu'on vous pointe du doigt, c'est votre situation qu'on pointe du doigt, au même titre que je pointe du doigt une menace existentielle. Toi, tu dis, tu pointes les individus qui sont dans la menace. Exact. Moi, je te dis, je pointe la menace. Bon, ben, donc, peut-être que... Let's agree to disagree. Let's agree to disagree. Dernière question, Yasmine. Quand est-ce que tu te lances en politique? Oh, not anytime soon, comme on le dit en bon chinois. Non, donc, jamais ça? Je dirais, je ne peux pas prévoir ce qui pourrait se passer un jour à ma retraite, par exemple. Mais c'est clairement pas de sitôt. Je n'ai aucune ambition de sitôt de me lancer en politique. J'ai une jeune famille. Je suis confortable d'en faire ce que je fais. J'aime faire ce que je fais. Je ne cherche pas à rien changer là-dedans. Non, je me lance pas en politique. Tu serais bonne, Yasmine. Ah, je dis peut-être un jour. T'es coriace. Ah, coriace, je le suis. Je suis une grosse gueule. T'es pugnace. Puis, t'aimes la bagarre quand même. Hein? T'aimes la bagarre. Mais non, moi, oui, la bagarre, quand elle me cherche, elle me trouve. Oh, c'est bon, c'est facile à dire. T'aimes la bagarre. La bagarre, t'aimes la bagarre parce que tu sais pourquoi t'aimes la bagarre? Ça se passe dans tes yeux. Oh my God! Je te jure, il se passe quelque chose dans tes yeux. Pas du tout. Je suis vraiment une personne de conviction. Je suis vraiment une personne... Je suis pas dans un casting. Je joue pas de... En fait, je cherche pas à modeler mon discours pour appartenir, pour que le monde me suive, pour que je serais une mauvaise politicienne là-dessus, parce que moi, la ligne de parti, ça va être tough pour moi. Et souvent, je suis très têtue, oui. Fait que je préfère être gérante d'estrade, puis critiquer tout le monde, puis applaudir tout le monde quand ça me tente. T'es très bonne dans ce que tu fais. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Ça a brassé. Je pense que ça a brassé un petit peu. Si vous aimez ce qu'on fait, il y a plusieurs façons de nous soutenir. Gratuitement, vous aimez la vidéo, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne. Si vous voulez nous aider financièrement, c'est un deal. Donc, vous vous abonnez sur Patreon, le lien est dans la description. Sinon, vous rejoignez la chaîne. Vous allez voir rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus. Il y a des options qui s'offrent à vous, dont celle, pour une somme modique, d'avoir accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité, ainsi qu'à du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, à mardi prochain. Ciao!